we seen a body on the ground on the highway. I seen blood everywhere. C'était certainement une des agressions les plus violentes que j'ai vues en 18 ans de carrière. Elle était tout pour ma sœur. C'était sa seule fille, son seul enfant. Je me souviens que dès le début, je me suis dit que c'était le genre d'homicide qu'on ne résout presque jamais. If 10's like as angry as you can be, and 0 is you're asleep, where would you put him? Like 9, like she was angry. Il s'est tout de suite mis à crier qu'il n'avait rien fait, qu'on ferait mieux de le tuer. Carl Springs. There's a body on the ground on the highway. So we pulled over to check it out. There was some guy laying there. So I wanted to go see if he was breathing. But I didn't see his chest, like pumping or nothing. I seen blood everywhere. Des personnes à bord d'un camion viennent de trouver ce qui ressemble à un corps sans vie sur le bas-côté de l'autoroute à Douglas County, dans le Colorado. La police intervient. On a reçu un appel au sujet d'un corps le long de la I-25 sur le bas-côté. Depuis un camion qui passait par là, des gens ont remarqué le corps. Donc ils se sont arrêtés et ils ont fait demi-tour. Il faut faire vite, parce que plus on arrive rapidement sur les lieux, plus on sécurise rapidement le site. Lorsque la police arrive, les pompiers sont déjà sur place. They drove by this already once, and they thought they saw something, so then they turned around and came back, and they knew they saw. Okay. But they didn't see anything happen. Okay. I got you. Well, let me look. Quand je suis arrivé sur place et que j'ai vu le corps, ça m'a paru suspect. C'était le corps d'une femme encore non identifiée. Son décès avait été prononcé. Elle avait quelque chose de noir, comme une chemise ou une veste, qui lui couvrait le visage. Il y avait aussi un tapis de voiture qui lui couvrait le buste. Et un pare-soleil en aluminium était posé à ses pieds. Yeah. I saw one to the neck. I put the jacket back. We pulled this car mat off. I saw approximately 2 to the chest. Can't be sure. Put the car mat back on. So I just want you to know that. Okay. I seen 40s female. I don't know. On traite tous les décès comme des homicides tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Donc on a considéré que c'était un homicide. La police commence à sécuriser la zone. I'm gonna have them start blocking traffic at the 168. Get a fucking block out this thing. Okay. Get one lane going. Okay. Southbound, we're gonna just move over this lane. So Okay. we need to get a body or a car for that body. I got you. Il faut bien entendu assurer la sécurité des hommes sur le terrain en intervention. Et compte tenu du trafic sur la I-25 et de la vitesse limitée à 120 km/h, il fallait que les voitures se déportent sur la gauche. L'enquête commence sans attendre. Les inspecteurs arrivent et en apprennent plus sur ce qui a causé la mort de la victime. Approximately 2 holes in the shirt, so I'm guessing 2 to the chest. I put the mat back. I lifted the right leg just to check for humidity, rigor mortis. All that's set. Talked to the doc on the phone at Cass Rock. She put the time down like about 10:30. I can write the solo for you guys. Yeah.
think he was here? Hours. Yeah, that body's so cold and stiff. Okay. Yeah. Anybody else been up here besides you guys? Discovered, but I don't. That's it. He said there was like a white truck a couple miles up that way, parked on the right shoulder. He's like, I don't know if it's involved, but it's, it's up there. He's like, maybe it's something. He was going with his big rocks and sod. It's like hard mess. He's like, I don't know. Just pointed out. The witnesses said they remember a white Ford F-150 parked off to the side and abandoned up there. So that white truck may be involved in this. You want me to go up and check on that white truck, or do we got anybody to check on it? They said that it's northbound, north of the county line. Hey, do me a favor, swing down Palmer Drive, come back north on I-25. Supposedly there's a white Ford F-150 on the side of the road. Stop and check on that. Le moindre indice pouvait nous aider à résoudre ce crime. Il fallait qu'on sache et qu'on aille rapidement vérifier si ce véhicule était impliqué ou non dans notre affaire. Well, glad those guys' curiosity got them to where they turned around. I can barely tell that it's there right now, especially flying by at 70, 75. They had the advantage of being three in a cab and looking out the window. And being high. We got real lucky. A good high perspective. S'ils n'avaient pas vu ce corps, qui sait combien de temps ils seraient restés sur le bas-côté. Plus on tarde à retrouver un corps, plus il y a de risques que les indices soient détruits. Les inspecteurs s'intéressent alors de plus près au corps de la victime. Les pompiers ont signalé qu'il s'agissait d'une femme d'une quarantaine d'années. Et après un examen plus précis, on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus jeune, dans la vingtaine. Quand j'ai pu me rapprocher du corps de la victime, j'ai constaté qu'elle avait reçu des coups de couteau et qu'elle n'avait pas été tuée par balle. Compte tenu des blessures qu'elle avait sur le corps, il n'y avait pas assez de sang sur place pour que ce soit le lieu du crime. On n'a rien trouvé. Pas de portefeuille, pas de sac, pas de papier d'identité, pas de portable, pas de chaussures. Rien de ce qu'on a généralement sur soi. On a relevé ses empreintes et il s'agissait de Shelby Weatherly. Elle recueillait des chiens. Je crois qu'elle en a eu jusqu'à 7. Elle avait beaucoup d'affection pour eux. Oui, beaucoup d'affection. Elle savait s'y prendre pour s'occuper d'animaux. Elle a toujours aimé ça. Il faut un certain temps pour comprendre, quand on vous annonce ce genre de choses, que vous avez perdu quelqu'un. C'est difficile. J'ai passé la nuit à l'hôpital ce soir-là. Oui. C'est difficile. J'ai connu Shelby dès sa naissance. Je l'ai vu grandir. On était relativement proches. C'était ma nièce et c'était une époque sympa. C'était bon de la voir heureuse. Elle riait beaucoup. Elle aimait la vie. Donc ça a été terrible quand j'ai appris la nouvelle. On voulait savoir pourquoi. On ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. On se sent vide quand on perd quelqu'un beaucoup trop tôt. Autour du corps, l'enquête se poursuit. That's what I was wondering. By the fence line or picture shooting down. I'll do that if you want me to. Yeah. All right.
On savait qu'on allait devoir mobiliser plusieurs hommes et se bouger sur le terrain pour rassembler le plus d'éléments possible sur Shelby et parvenir à reconstituer ces dernières 24 heures. C'était la première étape. Mais sans savoir où le meurtre avait eu lieu, c'était très compliqué de retracer le déroulement de sa journée. Je me souviens que dès le début, je me suis dit que c'était le genre d'homicide qu'on ne résout presque jamais. Les inspecteurs de Douglas County enquêtent sur le meurtre de la jeune Shelby Weatherly. J'étais présent à l'autopsie et presque tout son corps était couvert de coups de couteau. Il y en avait principalement au niveau de la tête, du visage, du cou et de la poitrine. C'était certainement une des agressions les plus violentes que j'ai vues en 18 ans de carrière. C'était tellement violent qu'un des coups de couteau avait traversé sa lèvre et lui avait arraché une dent. Elle avait de longs cheveux blonds. Elle était charmante. C'était une jolie fille. Et elle avait une chouette personnalité. Elle était tout pour ma sœur. C'était sa seule fille, son seul enfant. Les jours qui ont suivi l'annonce de sa mort, on était comme des zombies. On n'arrivait plus à agir normalement. Je ne pensais plus qu'à ce qu'il venait de se passer. Je pense qu'elle n'avait peur de rien. On a vécu à Phoenix pendant plusieurs années. Elle était parfaitement à l'aise dans l'eau. Elle nageait tout le temps. En 5 ou 6 heures, on était au bord de la mer. Donc on y allait en été. On allait se baigner. Elle ne me croyait pas quand je disais que les vagues pouvaient l'emporter. Mais elle a compris. Elle a vite compris comment faire. Elle se débrouillait bien. Les inspecteurs partent à la recherche de son assassin. Ils commencent par interroger la mère de Shelby dans le bureau du shérif. Who were her friends that she'd be hanging out with? She never really went out with anybody that I knew about. The last 3 or 4 months, I had heard from her very little, which was unusual because she used to call me all the time. She lived at home until January of 2016. Yeah. Ended up homeless. Lived homeless downtown Denver. Bien évidemment, les membres de la famille représentent une mine d'informations dans ce type d'enquête. Surtout quand la victime n'a pas vraiment d'attache et qu'elle vit un peu comme une nomade. Souvent, la mère, le frère ou le père sont les seuls qui savent à peu près où ils se trouvent. We're just trying to get as many possible ways that we can, people that may have seen her, talked to her. Her boyfriend that she became involved with, at some point, he called me last night and said he had just seen it on the news. What do you have to say about that? He was freaking out pretty much. Had a domestic issue with Shelby and he went to jail. Mm-hmm. So since he got out about a month ago, he's been in contact with me a few times. You know, had I heard from her, do I know what's going on with her? When you first talk to him, you think he's, you know, pretty much normal. But then after you talk to him for a while, you begin to realize there's something not quite right with him. Les homicides sont généralement commis par une personne que la victime connaît. Ce sont rarement des étrangers. Quand la victime est une femme, on se demande tout de suite s'il y a des personnes qui étaient tenues à l'écart par une mesure d'éloignement, ce qui n'arrive pas par hasard. On s'est tout de suite intéressé à cet homme. I don't exactly, Well, here's his phone number and his hotel room. I just don't know what hotel he's in. Would you feel comfortable texting him back and asking him what hotel? Sure. So, can you guys tell me anything that you guys know at this point, or how many wounds does she have? She did have multiple wounds around her head and her neck area. And cut her throat? That's likely what killed her. Yeah. Wow.
Devoir annoncer à une femme que sa fille a été assassinée, c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un policier. Quand on annonce cette nouvelle, la pire qu'il vous soit donné d'entendre, une relation se crée à ce moment-là. On a envie que justice soit faite pour la famille, pour les aider à faire leur deuil. Both for her and for the next Shelby. So there's not a next Shelby. Appreciate it. I mean, that's not the way you want to remember, you know, what you went through. But that's the hard part, is trying not to remember that as what you remember. Les inspecteurs retrouvent l'ancien petit ami de Shelby, Jason, qu'ils convoquent pour un interrogatoire. I'm Detective Duffy. I'm the lead investigator on this case. On voulait l'interroger dans nos locaux, parce que cette entrevue pouvait être cruciale. Where do you work at? The GA truck stop. How long have you been staying at the Howard Johnson? This is my second month. What about before that? Oh yeah, I was incarcerated. What was that for? Well, Miss Shelby, domestic harassment. We got into a little bit of a scuffle. I was trying to shut the door behind me, you know, basically lock her out in the motel. And so she comes like a raging bull and, you know, basically, you know, got into a scuffle and, you know, so she falls on the ground outside the doorway in the motel. And, I mean, there were no marks on either one of us. Comme il y avait eu des histoires entre eux, qu'il avait été arrêté pour des faits de maltraitance à l'encontre de Shelby et de violence, on avait beaucoup de questions à lui poser à ce stade de l'enquête. When was the last time you saw her? The last time I ran into her was maybe a week and a half ago on the bus. I didn't really get to talk to her much, but we had a long, extended conversation on Facebook about 4 days ago. And she was supposed to meet me up at my work, and you know, on my lunch break, and never seen her. Yeah. What day was she supposed to be there? What was it, the 20? Well, we talked on the 28th, and so it would have been the 29th. And to be real clear, she was supposed to meet you at 6 p.m. on the 29th. At 6 p.m. on the 29th. It's real important because we're trying to track her last 48 hours prior to her death. And you know what day we found her? The 30th. The 30th? Yeah, we found her on the 30th. Le fait qu'il reconnaisse qu'il avait rendez-vous avec elle, c'était un point important à ce moment-là. So I need to know from Friday morning, the time you got up, to Saturday night, everything you did, everyone you talked to, everywhere you went. Where did you sleep? Where did you get up? I was at the Howard Johnson. I didn't go anywhere. Okay. Did you go to work at all that day? Friday? I got my schedule all screwed up. I forgot that I was supposed to work midnight to 8 a.m. So you were at work from what time to what time? From, it was like a 12:45 till 8 a.m. Where'd you go from there? And I grabbed my coffee and went back to the room and passed out. So, but you were only in the 2 different locations at all time? It's like I don't really go anywhere. If you had any involvement in this, I will find out, and I will prove it, okay? Well, I need you to listen right now, okay? So, if there's anything you haven't told me and you need to tell me, if you had any kind of involvement in this, I need to know right now. This is your chance to talk, to explain. I will listen to anything you have to say. I will be nothing but respectful for you. But you need to know, if you walk out of this room and you've lied to me and you were involved in this, I will prove it. And it will not be good for you. Okay? So I need to make sure we're really clear on this. Oh, yeah. Okay? Because we will
prove who did this. I have zero doubt about this. Yeah. Okay? I can't tell you about the physical evidence and the things we have, but I will undoubtedly prove this. Yeah. So we've been looking for you for a couple days. You're an important interview, that's why we waited. So this is your one and only opportunity. I didn't, like I said, I didn't even know anything about this. But you understand what's going to happen if you lie to me? Oh, I understand that. There's a lot of things in life that are explainable. Yeah. Okay? And there's a lot of things that happen that people don't intend to happen. Yeah. But when you come into the room and lie about it, any kind of considerations go away. I have absolutely nothing to do with this. Okay. Okay. If you're innocent, you have nothing to worry about. Souvent, dans les attaques au couteau, l'agresseur se blesse lui aussi. Il rate parfois son coup et se coupe lui aussi. Les inspecteurs ont observé son corps, ses mains, ses bras, à la recherche de traces, mais il n'y avait rien. On a vérifié son alibi et là où il vivait. Et compte tenu de la quantité de sang que Shelby a perdu, il aurait été quasiment impossible de nettoyer cette chambre. Rien n'indiquait qu'un crime avait eu lieu à cet endroit. Il a été totalement exclu de la liste des suspects. Donc on n'avait plus de suspects. On repartait à zéro. Après avoir mis hors de cause leur seul suspect, les inspecteurs ont du mal à trouver de nouvelles pistes. Shelby était très difficile à tracer. Elle n'avait pas de portable et utilisait rarement les réseaux sociaux. On a envoyé des hommes à la recherche de personnes qu'elle connaissait et ils ont trouvé Missy. Les inspecteurs retrouvent Missy et l'interrogent. We are investigating a homicide. Oh my God, who? Do you know who this is? Her name is Shelby. I met her in jail. That's so sad. She's a baby. We're trying to figure out everything we can about her. And your name came up. I ran into her. She was asleep on the bus. And I was like, Shelby, and I woke her up. When was this? It would have been in September. Okay. She called me the next day and went to a friend's house, James, and he said he invited us to go swimming. I don't think it was his house, it was his daughter's or something. Okay. She was going to order us pizza. And so she left to go get pizza. And she came back like a while later and she said that she already ordered the pizza and she wrote a check, but we had to go pick it up. But come to find out she supposedly, I guess she stole those checks from James. He was pretty mad at her. She messed up like his whole situation with him being able to have a place to stay and stuff because of stealing. Missy raconte que James était très en colère à cause de ça. Et comme on ne savait pas quel était le mobile de cet homicide, on s'est naturellement intéressé à lui. Like I've hung out with him a few times and he gets really mad. Like he throws a fit and I'll just be like... You said he was really mad at Shelby. If 10's like as angry as you can be and 0 is you're asleep, where would you put him about how angry he was over that? Like he was like 9. Like he was angry. Quand on met en parallèle la violence de cette agression et un homme très en colère, on peut se demander s'il est impliqué dans l'affaire, parce que ce meurtre était réellement très violent. À partir des informations fournies par Missy, l'amie de Shelby, les inspecteurs retrouvent James et l'interrogent. First off, I just want to show you a picture and see if you know who this is. I met this girl. Okay. She told me her name was Shelby. Okay. Where did you meet Shelby? Shelby. Missy actually brought the girl. I met Missy. We were going grocery shopping that day. Missy had the girl with her. Kind of pawned her off on me. Okay. And she helped me tote the groceries back to the house. Okay. We fixed dinner. We ate. Missy was supposed to be there, and she never showed up. So it ended up being me and Shelby there.
I've not had any contact with her since that night. I found out later on that she stole some stuff from the house. Okay. My brother-in-law's while she was there. Okay. They were actually out of town like for 2 weeks during that time. Okay. We actually looked for her for a couple weeks and could not find her. Okay, and why were you looking for her? Because we found out she had taken some stuff. Supposedly she took some checks or something. Okay. That's all. I never did find out anything else about it. I know she was a little stiff-fingered, you know. Her stealing checks didn't work out too well. La version de James sur ce qu'il s'était passé était beaucoup plus anodine que ce dont nous avait parlé Missy. Il minimisait vraiment son niveau de colère. On s'y attendait. Les gens ont tendance à minimiser leurs réactions, ce qu'ils font. Et finalement, on a dû creuser un peu plus pour savoir si James avait quelque chose à voir avec la mort de Shelby. I noticed you're wearing some long sleeves. Yes, sir. Okay. Do you mind if I check out your forearms and stuff like that? Yeah, you don't need to. That's cool. I use drugs, bro. I'm in drug court. I don't care about the drugs. I'll be real honest. I don't care about the tracks. Nothing like that. Right? Right. I'm just more interested in your hands and your forearms. I'll show you, but I do got some track marks. That's fine. Do that. That's at least. Do you mind if Detective Walker gets some photos of? No, I don't. You ain't taking no photos of me, bro. I don't take photos. Period. Even I don't let my family take photos of me. All right. But, if y'all want it, y'all can get a search warrant or something. But I ain't done nothing wrong. Pendant qu'on interrogeait James, il nous a montré ses mains et ses bras. Et il n'était pas blessé. Comme cette histoire de vol de chéquier n'avait pas détruit sa vie, contrairement à ce qu'on nous avait raconté, on s'est vite rendu compte qu'il était peu probable que James soit impliqué dans la mort de Shelby. On l'a donc éliminé de la liste. Les inspecteurs étaient terriblement déçus, parce qu'on n'avait plus rien. On avait un meurtre d'une violence inouïe et aucune piste. Dans le même temps, la famille de Shelby lui fait ses adieux. C'était très triste, mais ça m'a fait du bien de me retrouver avec mes proches, de pleurer avec eux et de parler. J'ai passé pas mal de temps avec Shelby chez ma mère. Elle devait avoir 7 ou 8 ans à l'époque, mais elle était très précoce, pleine de vie. Elle cachait les chaussons de ma grand-mère sous le lit. Ce genre de choses. Shelby riait beaucoup. Elle aimait passer du bon temps, on s'amusait. Elle apportait de la gaieté et ça nous manque beaucoup. Les inspecteurs n'ont aucune piste sérieuse à l'horizon. Ils se tournent alors vers les éléments retrouvés sur place. Le pare-soleil est revenu du bureau d'enquête du Colorado. Ils avaient retrouvé 6 empreintes. 2 d'entre elles ont été identifiées comme appartenant à un jeune homme appelé Mihail Petrov. Toute l'équipe s'est remotivée. On a fait des recherches sur son casier et ses origines. C'est un Bulgare de 37 ans. Il a un casier très chargé. Il a été condamné pour agression et attaque à main armée. C'est un sale type. Il est réellement dangereux. On avait donc un suspect en liberté et il fallait le retrouver rapidement. Les empreintes laissées sur le pare-soleil étaient un indice crucial, mais ça ne suffisait pas pour l'arrêter sur le champ. Ce n'est pas parce qu'on retrouve vos empreintes que vous êtes l'auteur du meurtre. La première étape était de trouver un lien entre Mihail Petrov et Shelby Weatherly. Mihail Petrov avait donné l'adresse d'un supermarché d'Europe de l'Est pour son permis de conduire. En étudiant les images de vidéosurveillance du magasin, on a vu que Mihail Petrov entrait et sortait tous les jours. Il s'asseyait à l'intérieur sur un canapé. Un inspecteur en civil parvient à l'approcher de près, et même à lui parler. What kind of language do you guys this?
This is Bulgarian? Yeah, it's just European. This is, so they sell Bulgarian food here? Yeah, Serbian, Bosnian. Des inspecteurs ont fini par aller dans ce supermarché et ont parlé avec les personnes sur place. Ils ont parlé avec une certaine Velina, qui travaillait dans le magasin et qui leur a donné plusieurs informations au sujet de Mikhail Petrov, en particulier sur le jour où le corps de Shelby a été retrouvé. Cet entretien était très important. You mentioned to some of the officers, and part of the reason why you're here, that he came into the store one day and... This was between 29th and 1st and 30th. I think it was not 30th. Yeah. Can you tell me about him coming into the store that day? So he came with 3 different pieces of meat. He wanted to cook something to eat in the kitchen. What kind of meat? A rabbit and I think beef, and the other thing was lamb. Were they in packages? Or? Yeah, they were packaged. They were bad. They like smelled like, oh my god, like how are you gonna eat this? And I was like, okay. I was like, that smells horrible. And he said, do you want to smell like human blood? He was covered in blood. On avait déjà ses empreintes sur des éléments de la scène de crime qui permettaient de le relier au meurtre. Et maintenant, on savait que le jour où le corps de la victime avait été retrouvé, il était entré dans ce supermarché couvert de sang. J'étais sous le choc quand j'ai entendu ça. Describe covered in blood. What does that mean? His right leg and a little bit on the left, and his hand. I don't remember what he said when I asked him. How am I supposed to smell a human? Why do you have human blood on you? So he's in there and he's mentioning, and he's covered in blood. And you said you saw blood on his hands? Yeah, but he was carrying the meat at the same time, and I thought that he's joking. Compte tenu des propos étranges qu'il a tenus à Velina sur le moment, elle ne l'a pas cru. Qui croirait une chose pareille? Pour moi, ça confirmait clairement que Mikhail Petrov était impliqué d'une façon ou d'une autre dans la mort de Shelby. I think 2 or 3 days after that, he said, I think one of the people I killed is on the TV right now, one of the girls. Have you heard about something like that? It's like, I don't watch TV. So he was talking about a body somewhere. And that was a different day than when he was covered in blood. Yeah. Okay, how many days later was that? For sure 2 days after. I never turned the TV on, and then my boss said, I know the girl because from the TV, but I actually know the girl from the store. And then they told me that she's killed. And you're sure he said that he was one of the girls he killed? Yeah. You ever seen him with a knife or playing with a knife? Oh, he always have a knife. Can you describe? It's not like an open knife. So it folds? Yeah, it was like really sharp. So a big blade? Yeah. On commençait à se dire qu'il ne s'était pas uniquement débarrassé du corps. Il fallait qu'on trouve le moyen de prouver qu'il avait tué Shelby Weatherly. On a repris l'enquête et on a interrogé à nouveau les mêmes personnes. Et certains nous ont dit avoir vu Mikhail Petrov et Shelby Weatherly ensemble à plusieurs endroits. Le bureau du Colorado nous a confirmé que les empreintes sur le pare-soleil étaient bien dues à du sang et qu'il s'agissait bien du sang de Shelby. Ça nous a permis de demander un mandat d'arrêt pour Mikhail Petrov. Pas pour meurtre avec préméditation, mais pour complicité de meurtre. Parce qu'à ce stade, on savait qu'on pouvait au moins prouver qu'il s'était débarrassé du corps. Les inspecteurs mettent en place une opération spéciale pour interpeller et arrêter Mikhail Petrov. C'était quelqu'un de très paranoïaque, à l'affût de la moindre surveillance. Il fallait donc rester très prudent pour ne pas se faire démasquer.
Des inspecteurs en civil se sont approchés petit à petit. On ne lui a pas foncé dessus à plusieurs unités, parce qu'il fallait qu'on reste à distance. Dès que le suspect a été identifié, ils ont sorti leur insigne pour se présenter. Et ils lui ont dit qu'il était en état d'arrestation. Et là, il s'est débattu. Mikhail Petrov s'est tout de suite mis à crier qu'il n'avait rien fait. On ferait mieux de le tuer. Les officiers se sont mis à plusieurs pour lui passer les menottes. Les inspecteurs détiennent à présent leur principal suspect, Mikhail Petrov. On ne savait toujours pas où s'était déroulée l'agression, et on n'avait pas l'arme du crime à ce moment-là. Donc il fallait encore qu'on trouve pas mal de preuves pour traduire cet homme en justice. Une partie de l'enquête consistait à découvrir comment Shelby avait été transporté jusqu'à l'endroit où on l'avait retrouvé. Au cours de l'enquête, on a découvert que la police de Denver avait retrouvé un véhicule suspect dans un quartier au sud-est de Denver. 24 heures seulement avant la découverte du corps de Shelby. Ils ont tenté d'arrêter le véhicule, mais il a pris la fuite. Comme les courses-poursuites sont interdites à Denver, ils ne l'ont pas rattrapé. La police de Douglas County pense qu'il pourrait s'agir du véhicule utilisé par Mikhail Petrov pour transporter le corps de Shelby. Les inspecteurs qui travaillaient dans ce secteur ont trouvé un réseau social de voisinage sur lequel figuraient des photos de cet individu et de la voiture prise dans le quartier. On a également trouvé un autre témoin qui a surpris une activité étrange dans une voiture dont le pare-soleil recouvrait à moitié le pare-brise et les vitres latérales. Il avait pris des photos du véhicule suspect. Les inspecteurs contactent les témoins du quartier. Ils se procurent les messages et les photos publiés sur le réseau social. J'ai tout de suite reconnu l'homme sur la photo. C'était bien Mikhail Petrov. En plus de cela, des témoins ont remarqué qu'il s'arrêtait à différents endroits du quartier pour jeter des choses dans la rue. À un endroit, on a retrouvé un sac en plastique contenant plusieurs choses. Mais ce qui a retenu notre attention, c'était une dent. Ça nous a pris un peu de temps et il a fallu l'intervention d'un dentiste et un prélèvement d'ADN pour prouver que la dent qu'on avait retrouvée dans ce sac appartenait bien à Shelby Weatherly. Les inspecteurs ont ensuite découvert que la police d'Aurora, une ville voisine du Colorado, avait saisi la voiture bleue 18 jours après le meurtre de Shelby, parce qu'elle était immatriculée avec une plaque volée. On a retourné la voiture à la recherche de toutes les preuves possibles, nous permettant de faire le lien avec la mort de Shelby ou le transport de son corps. On a cherché partout. On a même pris la ceinture du passager et on l'a sortie. Il y avait des taches sur la ceinture qui ressemblaient à du sang. On a trouvé des gouttes de sang sur le côté de la console centrale et entre les sièges. On a trouvé des taches de sang sous les panneaux des portières. On n'avait aucun doute sur le fait que Mikhail Petrov avait tué Shelby Weatherly. Après avoir retrouvé toutes les preuves et rassemblé toutes les pièces du puzzle, on a pu accuser Mikhail Petrov du meurtre avec préméditation de Shelby Weatherly. À ce moment-là, l'accusé a fait appel à un avocat et a refusé de parler aux inspecteurs. On pense qu'au petit matin du 29 septembre, Mikhail Petrov a rencontré Shelby Weatherly quelque part sur la rue Colfax à Aurora. On pense qu'ils sont partis quelque part.
et qu'ils ont eu un rapport sexuel ou qu'ils étaient sur le point d'en avoir un quand il est devenu fou. Il s'est mis à la frapper avec son couteau à plusieurs reprises. Après l'avoir tuée, il a sûrement pris les vêtements qui traînaient autour pour rhabiller le corps de Shelby et il l'a posé sur le siège passager de sa voiture bleue. Il a utilisé ce pare-soleil pour que personne ne puisse la voir et il a commencé à réfléchir à une manière de s'en débarrasser. On pense qu'il a commencé à chercher dans le quartier du sud-est de Denver. Mais plusieurs personnes l'ont interpellé. La police est arrivée, ce qui l'a fait quitter ce quartier. Il s'est retrouvé sur la I-25 sans savoir quoi faire du corps. Il y avait beaucoup de brouillard ce soir-là. On pense qu'il a profité du brouillard pour rester discret. Il s'est arrêté, il a sorti le corps de la voiture et il l'a abandonné sur le bas-côté. Il a fait ce qu'il a pu pour cacher son corps, pour ne pas se faire remarquer le temps de prendre ses distances. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi Mikhail Petrov avait tué Shelby ce soir-là. Je pense qu'il aime avoir le contrôle sur les femmes et les violenter. Pour je ne sais quelle raison, une panne sexuelle, ou quelque chose qu'elle a dit et qui l'a offensé, il a totalement perdu le contrôle. Et il l'a poignardé à mort. Pendant le procès, l'accusé a assuré sa propre défense et n'a exprimé aucun remords. Selon lui, il n'avait rien fait de mal. Il en riait. Il riait devant l'inspecteur Duffy sous prétexte qu'il manquait de preuves. Je pense que les membres du jury n'ont pas entendu ce qu'ils attendaient et son comportement ne les a pas convaincus. Mais je pense que Mikhail Petrov les intimidait. Il leur faisait peur. Mais malgré cette peur, le jury a tout de même considéré que Mikhail Petrov était responsable du meurtre de Shelby Weatherly. Il a été déclaré coupable du meurtre et condamné à la prison à vie pour le meurtre de Shelby Weatherly. Comme elle aimait les animaux, tous les animaux et surtout les chiens, je pense qu'elle aurait pu faire carrière là-dedans, en tant qu'assistante vétérinaire ou dans un métier avec les animaux. Elle aurait sûrement pris cette voie. J'aurais adoré la voir faire ça. Tous les jours, je regarde sa photo, je pense à elle, et je me dis que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Elle avait 24 ans. Il y a des affaires qui commencent par un bruit minuscule, presque rien. Une anomalie si banale qu'on l'arrange aussitôt dans la fatigue du matin. Un interphone qui ne répond pas. Une ampoule de palier grillée. Un ascenseur qui tarde. Puis, sans prévenir. Si presque rien devient un gouffre. À Paris. Un matin de mai 1986, dans un immeuble de 116 rue Petite. Le genre d'adresse qui ne dit rien à personne tant qu'elle n'a pas été avalée par les journaux et les souvenirs. Une enfant descend pour aller en course. Elle est à 11 ans. Elle ne descend pas dans une ruelle. Elle ne traverse pas son terrain vague. Elle ne quitte même pas vraiment le cocon des mouses. Elle glisse juste d'un étage à l'autre. Dans ce moment où la vie est encore mécanique. On a juste un sac. On pense à la journée. On n'a pas encore peur, parce qu'on n'a pas appris qu'on peut avoir peur à l'intérieur même de chez soi. Wikipédia 1, dans les histoires qu'on raconte après coup. On cherchait toujours le premier signe, la première alerte. On se demande qui aurait pour remarquer, qui aurait pour s'arrêter, qui aurait pour dire tiens, c'est étrange.
Si matin-là, il y a des détails qui semblent écrits express pour qu'on se accroche des décennies plus tard. Une porte d'accès qui ne fermait pas comme elle devrait. Une lumière qui ne marchait plus. Un dispositif en panne comme si le bâtiment avait été préparé à devenir un piège quand on vit là. On ne voit pas une intention. On y voit un mardi. L'immeuble n'a pas l'air d'un décor de crime. Il a l'air d'un immeuble. C'est tout. Et c'est précisément ce qui rend le basculement insupportable. Wikipédia 1. L'ascenseur. C'est un espace de quelques mètres carrés où l'on partage l'air sans se parler. On y baisse les yeux. On compte les étages. On écoute le cliquetis du câble. On évite le regard des autres, si matin-là. L'ascenseur n'est pas seulement un ascenseur, il devient un sas. Une frontière ou un endroit où la confiance ordinaire, celle qu'on ne formule jamais, est exploitée. Un homme est là, et il suffit de cette présence pour que la journée change de nature. Plus tard, on parlera d'un visage, d'une peau irrégulière, d'un trait qui permet aux témoins de dire oui. Je me souviens, plus tardi, on donnera un surnom à ce trait, comme si nomme, qu'était déjà tenir, le grêle. Un moteur, presque trivial. Qui sonne comme une errature sur un dossier, Wikipédia 1. Le temps, au début, n'a pas encore la forme d'une traque, il a la forme d'une panique. Quand un enfant ne revient pas, quand une absence s'installe dans les minutes qui suivent. Tout se fracture, le parent devient une alarme. Le voisin devient un témoin, le couloir devient une scène. On fouille, on appelle, on court, on ouvre des portes. On descend les escaliers plus vite que d'habitude, et chaque seconde qui passe fait grandir une pensée qu'on repousse comme un pot. Et si quelque chose s'était produit là, juste là, à quelques mètres, alors qu'on vivait, alors qu'on respirait, alors qu'on pensait être à l'abri. Wikipédia 1. Si qui suite? C'est l'entrée d'un autre monde dans le monde normal. La brigade criminelle est celle-ci. Le vocabulaire change, on ne dit plus où est-elle. On dit circumstances, perquisition. Pieces of conviction. Les policiers inspectent ainsi qui. La veille encore. On n'aurait jamais imaginé inspecteur. Une cave, un local. Un recoin derrière une porte qui claque mal, et il y a cette sensation. Presque physique, que le bâtiment lui-même a été détourné de sa fonction. Au lieu d'abriter, il le servi. Au lieu de protéger, il le cache. L'horreur la plus efficace n'est pas toujours celle qui surgit d'un lieu lointain, que celle qui prend appui sur l'ordinaire, qui s'y branche comme sur une prise électrique. Wikipédia 1. Plus tard, l'affaire deviendra immense, tentaculaire. Une constellation de dates, de lieux, de victimes, de prélèvements, d'analyses, de fausses pistes et de retours en arrière. Mais à cet instant, elle se réduit à une chose incomprehensible. Quelqu'un peut approcher un enfant dans un immeuble habité en plein jour. Et l'arracher au monde sans déclencher immédiatement un arrêt du temps. Cette incomprehension. C'est ce qui restera. C'est elle qui ronge. Qui donne au dossier sa force noire parce qu'elle attaque une croyance simple. L'idée que le danger est visible, qu'il se repère. Qu'il est loin, Wikipédia 1. Au début, il n'y a pas de série. Pas de tueur en série, pas de grand récit. Il y a un crime, et des enquêteurs qui cherchent un homme. Ils fabriquent un portrait robot, ils interrogent. Ils recoupent, ils apprennent à écouter les habitants raconter la même scène avec des mots différents. Et repérer la micro-hésitation, les détails qui dérapent. La phrase qui se corrige, un témoin dit « je l'ai vu », un autre dit « je crois l'avoir vu ».
Dans cet espace entre vous et quoi se loge la liberté d'un prédateur. Un homme qui sait que l'incertitude travaille pour lui, Wikipédia 1. Et puis il y a la frustration, la plus cruelle. Celle de sentir une présence sans parvenir à la saisir. Les policiers ont un fil, un surnom. Un visage, un mode opératoire qui commence à se dessiner mes pas de main. Ils ne peuvent pas encore savoir qu'ils viennent d'ouvrir une chasse qui dure des décennies, qu'ils vont se retrouver, année après année, à revenir sur les mêmes pieces, les mêmes prélèvements, les mêmes questions. Avec des outils nouveaux, des bases de données, des lois bioéthiques, des progrès scientifiques qui transforment l'enquête comme on change la lumière dans une pièce, et qui pourtant, au début, n'éclairent rien de Wikipédia 1. Si qui rend cette affaire particulièrement dérangeante, si n'est pas seulement la violence, c'est le contraste, le soupçon. Très tard que l'homme en face n'est pas un marginal. Qu'il sait parler, qu'il sait se tenir. Qu'il sait se faire passer pour ce qu'on respecte. Plusieurs éléments conduiront les enquêteurs à envisager une hypothèse que personne n'a envie d'entendre. Parce qu'elle fissure la confiance publique. Et s'il avait appartenu, de près ou de loin, à une institution, et s'il avait utilisé le poids d'une carte, d'une autorité, d'un uniforme réel ou imité, pour obtenir ce que l'on donne trop facilement à ce qu'on suppose légitime. Une obéissance. Wikipédia 1. Dans les années qui suivent, le dossier ne reste pas sagement rangé dans le passé. Il respire, il revient. Des rapprochements apparaissent, des agressions qui se répondent comme des échos. Si n'est pas un récit confortable, parce qu'il impose une idée insupportable. Un même homme a pu traverser les années, changer de quartier, changer de vie, et laisser derrière lui une trace biologique. Silencieuse, plus fidèle que n'importe quel témoin. Plus patiente que n'importe quelle mémoire, une trace qui atteint. Wikipédia 1, et cette trace. Au cœur de l'affaire, à quelque chose de presque ironique. Elle ressemble à une preuve parfaite, mais elle ne vaut rien tant qu'elle ne rencontre pas son nom. C'est là que l'histoire devient, à sa façon. Transformée par la science et par le temps, à partir du début des années 1990. L'analyse génétique commence à intégrer l'arsenal de la police judiciaire en France, puis, plus tard, les fichiers s'organisent. Les comparaisons se multiplient, les procédures se cadrent. Les prélèvements se standardisent. On pourrait croire que tout cela conduit mécaniquement à la vérité. En réalité, cela peut aussi produire une torture lente. Celle de savoir que la réponse existe quelque part, mais qu'elle se cache dans une foule d'adnes anonymes. Dans un pays entier, Wikipédia 1. Pendency temps. La vie des proches se transforme en calendrier de CHEIRO. Il y a la vente, qui devient un mythe. Il y a l'après, qui ne se stabilise jamais. Dans certains témoignages médiatiques des années plus tard, on entend ce décalage vertigineux. La douleur n'est pas seulement dans le souvenir du crime. Elle est dans l'idée que le responsable a pu continuer à respirer le même air que tout le monde et faire ses courses, à sourire, à vieillir. Que de penser est un poison spécifique aux affaires non résolues. Le criminel n'est pas un fantôme. Il est un inconnu vivant. RTL. FR2. Et qu'est-ce que dès la première partie, qu'il faut regarder l'affaire du grêle pour ce qu'elle raconte au-delà des faits. Elle raconte la puissance du masque social. Elle raconte aussi notre besoin collectif de croire que le mal se voit. Qu'il a une tête, qu'il porte des signes, qu'il se trahit, or le surnom même le grêle vient d'un détail physique rapporté par des témoins, comme si la peau pouvait servir de signature. Mais une signature n'est pas une identité, et plus les années passant,
Plus si surnom ressemble à unique cage vide. On y enfermé un monstre abstrait. Pendant que le homme réel, Louis, continue à marcher ailleurs. Wikipedia 1. Des décennies plus tard, le retournement est brutal. Presque cruel dans sa simplicité administrative. In 2021, une juge d'instruction relance une stratégie. Convoquer des gendarmes susceptibles d'avoir opéré en région parisienne à l'époque. Pour des auditions, avec l'idée qu'un prélèvement aidant pourrait enfin faire tomber le masque. Ce n'est pas une scène de cinéma, c'est une liste. Des noms, des convocations. Une méthode fraude, obstinée. À la hauteur de l'acharnement de l'affaire, et au milieu de cette mécanique. Un homme recueille un appel, compréhensi qui vient. Et disparaît de la circulation avant même d'être entendu. Wikipedia 1. Le 29 septembre 2021, il est retrouvé mort au Grau du Roi. Le lendemain, les analyses établissant la correspondance entre son ADN et celui attribué depuis longtemps au grêle. Il s'appelle François Verove, ancien gendarme devenu policier. Il a laissé une lettre. Dans cette lettre, il se désignait comme un criminel. Il ne détaillait pas tout. Il ne répare rien. Il ne rend personne. Mais il laisse une certitude terrible. Le homme que l'on cherchait depuis si longtemps n'était pas son spectre. Il avait un état civil, une carrière, une place dans le monde, et c'est là que l'affaire change de texture. Elle ne devient pas résolue au sens humain, elle devient identifiée au sens technique. Ce qui est une victoire pour l'enquête est une frustration presque insupportable pour ceux qui auraient voulu un procès. Une confrontation, une parole vivante. France Televisions 3, CE basculement. Il faut le sentir dès maintenant, parce qu'il colore tout le récit d'une teinte particulière. L'idée qu'un homme a été poussé caché derrière la normalité, et que la vérité arrive trop tard. Par la science, par un corps déjà sans voix. C'est une vérité qui n'écrit pas, qui ne s'explique pas. Qui tombe comme un dossier qu'on referme en silence. Et pourtant, elle ne tient pas l'histoire, elle l'ouvre. Au contraire, sur une question plus vaste et plus inquiétante. Combien de fois cet homme a-t-il approché quelqu'un? Combien de fois a-t-il joué avec l'autorité? Combien de fois a-t-il profité de nos automatismes le respect, la politesse? La docilité pour installer la pure au cœur même du quotidien. Wikipedia 1. Si l'on revient à ce matin de 1986, à ce couloir, à cet ascenseur, à cette lumière qui ne marchait pas, on comprend que l'horreur n'a pas seulement visé une victime, elle avise un principe. Elle avise l'idée qu'un immeuble est une frontière, qu'un palier est neutre, qu'un uniforme, real you suppose? Protégé, dans la plupart des vies. Si es créances tiennent, et tant mieux. Parce qu'elle installe une angoisse durable, celle d'un monde où le mal n'a pas besoin de forcer la porte. Il suffit qu'on lui ouvre, parce qu'on n'imagine pas qu'il puisse y avoir. De l'autre côté, autre chose qu'un voisin. Un agent, un visage banal. Wikipedia 1, ainsi est. L'histoire n'est pas encore une chronologie complète, elle est un battement. Un premier coup porté dans le tissu du réel dans les jours qui suivent. Les enquêteurs vont chercher à comprendre comment un homme a pu se placer là au bon moment. Comment il a pu prévoir les fails, comment il a pu anticiper les réactions. Ils vont remonter des heures, reconstituer des trajets, interroger des silhouettes aperçues, demander à la mémoire des habitants de se transformer en outils de police. Et le plus tragique, c'est qu'ils vont aussi découvrir quelque chose d'encore plus difficile à admettre. Le crime n'est peut-être pas unique, il ressemble trop à une acte maîtrise. Trop sûr, comme si l'homme savait déjà ce qu'il faisait. Wikipedia 1, alors. Sans le dire encore, sans prononcer le mot.
L'enquête entre dans un territoire où l'on n'enquête plus seulement sur un fait, mais sur une présence. Une présence qui est là. Ne va pas rester immobile, une présence qui circule. Qui s'adapte, qui observe. Une présence qui a compris une chose que la plupart d'entre nous refusons d'admettre. La ville est pleine de passages invisibles. Et l'être humain, quand il décide de mentir, peut habiter la normalité comme on habite un costume sur mesure. Et c'est ici que la première partie doit se terminer. Non pas sur une conclusion, mais sur un vertige. Parce qu'au moment où l'on croit tenir un crime, on commence à sentir la silhouette d'une série. Au moment où l'on cherche un homme dans un immeuble, on comprend qu'il peut être partout à l'heure. Et au fond de cette affaire, comme un écho qui ne se passe. Une question s'installe déjà une question qui, pendant 35 ans. Des enquêteurs, des témoins, des dossiers entiers, combien de fois a-t-on croisé le grêle sans le reconnaître? En lui laissant l'espace de continuer, simplement parce qu'il ressemblait à quelqu'un qui avait le droit d'être là. Wikipédia 1, le lendemain. Et les jours d'après, si n'est pas la même cage d'escalier, on a marché autrement, on écoute autrement. Le moindre grincement de porte devient un message. On n'ose pas laisser les enfants descendre seuls. Pas parce qu'on sait, mais parce qu'on a compris une vérité qui rend faux. On n'a rien vu venir, la peur n'entre pas en hurlant. Elle s'installe en silence et elle s'attache aux détails les plus ordinaires. Une serrure qu'on vérifie 2 fois, une lumière qu'on remplace aussitôt. Un ascenseur qu'on laisse passer dans l'immeuble d'un intime arrondissement. Autour de 116 rue Petit, il y a maintenant une obsession commune. Reconstituer des minutes qui se sont effondrées et dans les bureaux de la brigade criminelle. Une autre obsession night en même temps, plus Freud. Plus technique, mais tout aussi humaine. Empêcher que ce qui vient d'arriver reste un événement isolé, parce que l'expérience leur a appris qu'un geste aussi sourd n'est presque jamais un coup de folie improvise. La première chose qui frappe les enquêteurs, c'est la façon dont l'histoire se dédouble immédiatement. Il y a la version intime, celle de la famille. Faite de routines interrompues, d'un départ le matin, d'un sac prépare, d'une journée qui devait être normale. Et il y a la version judiciaire, qui commence par des mots sans émotion apparente. Disparition, enlèvement possible. Constatations, auditions. Ces 2 versions ne se rejoignent jamais vraiment, même quand elles parlent des mêmes faits. La famille cherche un visage, une explication. Une raison, la police cherche un mode opératoire. Une chronologie, un enchaînement. Et dans l'espace entre les deux, il y a la violence la plus dure. Celle de l'incertitude, qui oblige à imaginer toutes les possibilités. Y compris les pires, sans jamais avoir le droit de les nommer clairement. Très vite, les enquêteurs se heurtent à ce que l'on ne comprenne que trop tard dans les affaires d'enlèvement. La mémoire collective est une matière instable. On croit qu'un immeuble, un quartier, se souviendront? En réalité, chacun n'a vu qu'un fragment. Chacun a rempli les blancs à sa manière. Chacun a reconstruit la scène à partir de ce qu'il ressent. Un voisin affirme avoir entendu une voix, mais il ne sait pas si elle était calmée ou pressée. Une habitante pense avoir croisé une silhouette, mais hésite sur la couleur d'un blouson. Le gardien note une présence pas habituelle, puis se demande si ce n'est pas l'angoisse qui lui donne aujourd'hui ses sentiments. Dans une enquête, la nuance entre je l'ai vu et je crois l'avoir vu est une frontière immense. C'est précisément sur cette frontière que les prédateurs prospèrent. Le récit se fabrique donc à l'envers. On part de ce qu'on sait avec certitude, et si ce clé-là est terriblement détruite. Un enfant ne cesse pas présenter à l'école, et sa disparition s'est jouée dans un espace réduit.
À l'intérieur d'un immeuble, les premières heures sont une course contre une montre que personne ne voit mais que tout le monde sent. On contacte les proches, on vérifie les itinéraires possibles. On fouille les caves, on interroge les habitants. On cherche une trace qui ne soit pas seulement une absence. Selon les éléments rassemblés ensuite dans l'enquête est repris par plusieurs récits de presse et de documents. La découverte de la vérité matérielle, 6 jours-là, est d'une brutalité qui arrête le souffle. La disparition n'est pas une fugue. Ni un malentendu, ni un retard. Si est un crime commis sur place. Dans l'ombre de sous-sol BBC News, October 2021, Wikipedia. Murder of Cecile Bloch, consulte récemment. À partir de là, l'affaire bascule dans une logique nouvelle. Elle ne s'agit plus seulement de retrouver, il s'agit d'identifier. Et identifier. Au départ, c'est fait avec très peu. Les policiers ont des gestes, des habitudes, des procedures. Mais le crime, lui, a eu un avantage monstrueux. Il a eu quelques minutes d'avance. Et si c'est parfois suffisant pour créer des années de retard, chaque détail devient alors un objet d'enquête. Les accès au sous-sol, les portes qui ferment mal, les habitudes du voisinage, les horaires de passage, la lumière, l'ascenseur. Si décor banales dice que comme un mécanisme de montre, pas que quelle hypothèse la plus inquiétante s'impose rapidement. L'auteur connaissait ce qu'il faisait, il a su profiter des angles morts. Des moments où personne ne regarde, de 6 secondes où l'on se dit sinistrien. La police cherche donc un homme qui, de l'extérieur, n'avait pas forcément l'air dangereux. Au contraire, dans plusieurs affaires de ce type, ce qui permet l'approche. C'est un vernis de normalité, une parole calme. Une posture légitime, et dans le dossier du grêle. Cette idée va devenir centrale au fil des années, le soupçon qu'il a pu se présenter comme un policier. Un gendarme, ou quelqu'un ayant l'autorité suffisante pour imposer l'obéissance sans crier. Des sources postérieures, revenant sur l'ensemble du parcours criminel attribué au grêle. Mentionnant cette utilisation récurrente d'une carte professionnelle, de menottes, d'un jargon maîtrise, autant de signaux qui poussent les enquêteurs à envisager un auteur issu des forces de l'ordre RTS. Octobre 2021, France TV Pro, dossier insubconable. Consulte récemment, Wikipédia, François Varov. Consulte récemment, mais assista de l'histoire. En 1986, si n'est encore qu'une intuition. Une sensation. L'auteur a été assez sûr de lui pour agir dans un lieu habité. En plein jour, sans se comporter comme quelqu'un qui a peur d'être vu. C'est là que naît le besoin de donner un visage au vide. On fait ce que l'on fait toujours dans ces moments. On demande aux témoins de se concentrer, de fouiller leur mémoire comme on fouille une pièce. Et l'on fabrique un portrait robot. C'est une opération étrange. Presque cruel, on demande à des gens choqués de transformer une impression en précision. On leur demande de revoir ce qu'ils ont pu être à peine regardés. Et quand le portrait sort, il ne ressemble jamais à la vérité. Il ressemble à la mémoire. Mais il a un pouvoir immédiat. Il crie en quelqu'un, il permet de dire. Ce n'est pas un monstre abstrait, c'est un homme. Quelque part dans cette fabrication. Un détail physique prend une place disproportionnée. Une peau marquée? Greeley, le surnom arrive ainsi. Comme y arrivent souvent ces surnoms, pas par poésie, mais par nécessité. Il faut un mode pour designer l'inconnu. Un mode pour relier des signalements, pour que les policiers se comprennent d'une note à l'autre, d'un garde à vue à l'autre, d'un service à l'autre. Le grêle, ce n'est pas un nom. C'est une étiquette, et comme toutes les étiquettes. Elle simplifie ce qu'elle ne peut pas expliquer. Elle donne l'illusion d'un contrôle. Si l'on a son nom, c'est ce qu'on tient quelque chose.
En réalité, on ne tient encore rien. Sinon une obsession, si qui rend la suite plus vertigineuse. C'est que l'enquête, très tout. Si met à regarder au-delà de ses seuls crimes, comme si le dossier lui-même cherchait des cousins. Parce qu'il y a dans la région parisienne des agressions, des tentatives, des plaintes éparses et que la police sait qu'un prédateur ne surgit pas toujours du néant. On cherche des antécédents, on compare des méthodes, on traque les correspondances dans les détails, le type d'approche, la manière de parler, l'usage d'un prétexte. L'endroit choisi et peu à peu. Une idée commence à hanter les couloirs, ça ici crime est le début. Alors il y aura pu être une suite, cette sensation. Elle est nourrie, plus tardy. Par le fait que l'adn un outil encore balbutiant à la fin des années 1980, puis de plus en plus structurant dans les années 1990, permettre de relier entre elles plusieurs affaires longtemps séparées RTS. October 2021, BBC News. October 2021. Mais pour l'instant, l'ADN n'y est pas encore sur boussole. Il existe, il progresse. Mais il ne résout pas. Il promet. Il fait naître une nouvelle forme de frustration, celle de sentir qu'une vérité matérielle est là. Quelque part, mais que la société n'a pas encore les moyens de l'attraper rapidement. Dans une enquête, il y a alors deux mouvements simultanés. Le premier est visible, les auditions, les perquisitions, les appels à témoins, les rondes, les vérifications d'alibis. Le second est invisible. L'enquêteur commence à imaginer le suspect, non pas à l'inventeur, mais à le modéliser. Comment il se déplace? À quelle heure il agit? Si il sait, si il ose. Et surtout, si il ressent. Car pour oser approcher un enfant dans un immeuble, il faut soit être désespéré, soit être convaincu de sa supériorité dans le dossier du grêle. Tout suggérer à plus tard la seconde hypothèse, la maîtrise, la confiance, l'anticipation. Et même une sorte de jeu avec l'autorité France Dipro, insubconable. Consult récemment, RTS, October 2021. Or, quand on commence à soupçonner que quelqu'un joue, quelque chose change dans la manière de regarder le monde. On observe plus les faits comme des faits. Mais comme des mouvements dans un duel, on s'est demandé. Quoi a-t-il voulu provoquer? Pourquoi ici? Qu'est-ce qu'elle a dit de lui? Et cette façon de penser peut être un piège. Parce qu'elle conduit à chercher du sens là où il n'y a pu être que de l'opportunisme. Mais elle est aussi nécessaire. C'est aussi un moment là que les contradictions deviennent des indices, un témoin signale une voiture. Mais personne d'autre ne la confirme. Un autre parle d'un talkie-walkie. Mais on ne retrouve pas la trace d'une intervention officielle. Une jeune fille dit avoir été abordée dans un autre quartier. À un autre moment, par un homicide sans policier. Et on hésite, est-ce qu'un imitateur, un opportuniste ou le même homme? La police ne peut pas tout relier sur une impression. Elle doit prouver. Et pour prouver, elle a besoin d'une chaîne de faits. Le problème, c'est que les prédateurs, vivant dans les ruptures, ils comptent sur les trous, sur les hesitations, sur les je ne suis pas sûr, les enquêteurs s'accrochant donc aux éléments qui, au contraire, ne maintiennent pas les traces biologiques d'abord, qui deviendront cruciales plus tard dans la compréhension de l'ensemble de la série BBC News, October 2021, RTS. October 2021. Les objets ensuite. Parce qu'un objet est une parole muette, un mégot, un textile, une empreinte partielle. Un détail oublié dans un sous-sol, et puis il y a l'architecture des lieux.
Parce que l'auteur à l'extérieur lui non seulement des traces, mais une manière d'utiliser l'espace. Celle-là aussi. Les policiers le retiennent. Un sous-sol, un endroit close. Une zone commune. Un lieu qui appartient à tout le monde des personnes. Donc un lieu où la responsabilité se dilue. Dans ces spaces, l'auteur peut agir comme s'il était chez lui, parce que personne ne se sent vraiment chez soi. À mesure que les jours passent, la peur se propage au-delà d'un intime arrondissement. Elle devient une rumeur dans les écoles, un murmure entre parents, un changement discret dans les consignes données aux enfants, si n'est pas toujours spectaculaire. C'est une modification de la vie quotidienne, et c'est cela qui est transformateur. On ne retrouve pas la confiance d'avant, même ceux qui ne connaissent pas la famille se surprennent à regarder les entrées d'immeubles autrement. C'est une contamination psychologique. L'affaire installe l'idée que l'attaque peut survenir à la frontière exacte entre public et privé. Et que cette frontière, en réalité, est poreuse dans le même temps. La police sait qu'elle est attendue. Elle sait que l'opinion vaut un nom. Et elle sait aussi que, dans les affaires d'enfants, l'émotion peut devenir un incendie qui rend l'enquête plus difficile. La pression médiatique, la circulation des signalements, les fausses pistes. Tout cela peut produire un brûlard. Un homme ressemble à un portrait robot? Puis on découvre qu'il était au travail, un autre a une cicatrice. Puis l'affaire s'effondre sur un détail administratif. C'est épuisant. Et si c'est là qu'apparaît une autre fracture, rarement racontée. L'usure des équipes, l'usure des familles, l'usure des témoins qu'on rappelle et qu'on rappelle encore. Des années plus tard, Paul leur demande de se souvenir d'un mardi. Et puis, au cœur de cette usure, il y a un paradoxe, plus l'affaire vieillit. Plus elle accumule des archives, procès-verbaux, cells, fiches, rapports, notes manuscrits, photos. Le dossier devient une masse presque vivante. On pourrait croire qu'une masse pareille retient le coupable. En réalité, elle écoute aussi l'intérêt, parce qu'à force d'avoir trop de pages, on risquait de perdre la phrase qui compte, à force d'avoir trop de pistes. On risquait de ne plus savoir laquelle respirer vraiment. C'est précisément pour cela que l'idée du grêle ne va pas rester un simple surnom de dossier, mais un spectre qui revient périodiquement hanter la police judiciaire des années plus tard. Des récits de journalistes et des documents de production évoqueront les défaillances, les limites de la science de l'époque. Et la difficulté à faire parler une vérité qui existait déjà dans les prélèvements, mais pas encore dans les fichiers Le Monde, septembre 2024. À propos de la série Insoupçonnable, France TV Pro. Insoupçonnable. Consulte récemment à cet instant de notre récit. Toutefois, tout cela n'est pas encore formulé. Tout ce que l'on a, c'est une sensation de danger qui ne se fixe pas. Et cette sensation se passe quand l'enquête commence à s'intéresser aux comportements trop propres. L'auteur n'a pas simplement commis son crime. Il a réussi à ne pas être immédiatement identifié. Cela signifie qu'il a su s'effondrer. Qu'il a compris l'environnement. Qu'il a peut-être même compris la police. Là encore, il n'est d'abord qu'un doute. Mais ce doute est corrosif parce qu'il s'attaque à une autre croyance. L'idée que la police est toujours extérieure au crime, qu'elle ne peut pas être l'endroit d'où vient le danger. Or, dans les reconstitutions ultérieures du dossier, l'hypothèse d'un auteur issu des forces de l'ordre devient un axe majeur. Usage d'un prétexte d'enquête, maîtrise du jargon, accessoires professionnels, capacité à dérouter une enquête serrée RTS, octobre 2021, France TV Pro. Insoupçonnable, consulte récemment, RTL, octobre 2021, dit autrement. L'auteur aurait pu utiliser ce qui, normalement,
Rasher, c'est là que la narration change de vitesse. Et que la partitude doit faire si qu'une enquête faite réellement. Elle doit montrer la naissance d'une logique. Pas une logique de roman, mais une logique d'indices qui s'alignent lentement. On comprend que l'affaire n'est pas seulement un acte, mais une méthode. On comprend que la méthode repose sur un levier psychologique simple et terrifiant. L'obéissance. Dans la plupart des vies, l'obéissance est une politesse. On obéit parce que c'est plus simple, parce qu'on suppose que l'autre est légitime, parce que l'on a été éduqué comme cela. Là, l'obéissance devient une faille. Et lorsqu'un enquêteur commence à penser en termes de faille, il s'y met à regarder la société comme un terrain, pas par cynisme, mais par nécessité, où sont les endroits où l'on peut approcher sans être remarqué. Les halls, les cages d'escalier, les sous-sols, les parkings, qui a la capacité de donner un ordre sans que l'on discute. Un policier, un faux policier, un homme qui a l'air de savoir. Et qui, surtout, n'a pas l'air de vouloir faire du mal, car c'est l'une des points les plus troublantes dans les dossiers d'enlèvement. L'auteur n'a pas besoin de force spectaculaire s'il obtient la coopération. Il n'a besoin que d'une phrase dite au bon ton, au bon moment, dans les mois et les années qui vont suivre. Le dossier du grêle sera associé, selon les sources, à plusieurs crimes et agressions en région parisienne entre 1986 et 1994, avec des victimes multiples et des faits parfois très éloignées les uns des autres. Long termes attribués à un inconnu avant d'être releasés par la génétique BBC News. Octobre 2021, RTS. Septembre 2024, mais sont déroulés encore cette chronologie complète. On peut sentir des maintenances qui se mettent en place. L'auteur testé. Observe, revient. Disparate. Il laisse la police courir après une silhouette. Et il y a une autre dimension. Plus in time. Qui se met à peser sur les proches tant que l'affaire n'est pas résolue. Le coupable n'est pas un personnage du passé, il est un vivant. Il respire au même moment que vous. Il peut se trouver dans un autre immeuble, dans un autre quartier, dans une autre ville. Il peut être un passant. Il peut être un voisin. Cette pensée est insupportable, parce qu'elle transforme la ville entière en zone d'ombre. C'est une angoisse particulière aux cold cases. Ici est précisément ce que l'affaire du grêle deviendra. Un cold case emblématique. Un dossier qui résiste pendant des décennies le monde. Septembre 2024, RTL, Octobre 2021. Pour les enquêteurs, cette résistance est une humiliation silencieuse. Pas une humiliation d'ego, mais une humiliation institutionnelle. Quelqu'un a défié leurs outils, leurs méthodes, leur logique, et il y a dans cette humiliation un risque. Celui de se tromper de cible, de s'acharner sur un suspect qui ressemble trop, qui colle trop bien à l'idée qu'on se fait du monstre. L'affaire, comme beaucoup d'autres, montre pourquoi les surnoms sont dangereux. Le grêle finit par devenir un personnage. Et un personnage appelle des scénarios. On croit reconnaître son style, sa signature. On attribue, on rapproche, on imagine, or si qui faire la force du dossier plus tard, si n'est pas l'imagination. Si sont les traces, si sont les correspondances objectives. Notamment génétiques, qui relieront des faits restent long-term séparés BBC News. Octobre 2021, RTS, Octobre 2021. Mais en 1986, on n'est pas là. En 1986, on s'y bat avec du papier. Des appels, des minutes, des souvenirs. Et cette lutte est aussi une lutte contre les thèmes. Parce que les thèmes ont un talent particulier dans les crimes de proximité. Ils effacent les details. Les gens de management, les commerces changeant. Les habitudes se modifient, les témoins vieillissent.
les enfants grandissant et l'auteur, lui, peut changer de poste social. Il peut devenir mari, père, collègue, fonctionnaire. Voice inservible. Il peut devenir normal au point que l'idée même qu'il puisse être l'auteur paraît absurde. Les récits ultérieurs sur François Verov identifient post-mortem comme le grêle. Insisteront justement sur cette double via. Une carrière dans la gendarmerie puis la police. Une insertion social. Une capacité à écaper aux radars pendant des années RTS. Octobre 2021, RTL. Octobre 2021, Al Jazeera. Octobre 2021, et ce qui rend cette idée si perturbante. Cette escuela n'est pas exceptionnelle, elle est. Au contraire, l'un des mécanismes les plus efficaces du mal. C'est déguiser en banalité. Alors l'enquête s'obstine. Elle ne peut pas faire autrement. Elle collecte. Elle est classée. Elle compare. Elle cherche à protéger la prochaine victime potentielle, sans même savoir encore qui pourrait être la prochaine. Et dans cette obstination, on peut déjà percevoir ce qui deviendra. Des décennies plus tard, la clé du dénouement. L'idée de rattraper quelqu'un non pas par un avion, mais par une épreuve qui attend. Une épreuve qui ne se fatigue pas, une épreuve qui n'oublie pas. Une épreuve qui, même si on ne sait pas encore l'exploiter parfaitement, est déjà là, comme un piège posé dans les temps. C'est ainsi que la partie étude doit se refermer sur une sensation particulière, place claquante qui est spectaculaire. La naissance d'une chasse longue, l'affaire n'a pas seulement créé une pure immédiate. Elle a créé un dossier qui va durer. Et quand un dossier dure, il ne dure pas seulement dans les archives, il dure dans les vies. Il dure chez les enquêteurs qui changent de service mais gardent le nom en tête. Il dure chez les familles qui apprennent à vivre avec des questions qui ne trouvent pas de place dans une conversation ordinaire. Il dure même dans la ville, qui garde des cicatrices invisibles. Des parents qui seront place forte la main, des enfants à qui l'on dit ne parle pas aux inconnus. Comme si cette phrase pouvait suffire à contrer quelqu'un qui se présente comme autre chose qu'un inconnu. Et au moment précis où l'on croit que l'affaire est localisée un immeuble. En sous-sol, une des télé commence déjà à se délocaliser dans les esprits. Parce que le doute s'installe. Si l'auteur a pu agir là, il peut agir ailleurs. S'il a pu s'effondrer là, il peut s'effondrer partout. Et dans cette simple idée, le grêle cesse d'être un homme recherche, il devient un principe de menace, une présence possible derrière n'importe quelle porte, dans n'importe quelle hall, à n'importe quelle heure. Ce n'est pas encore la certitude d'une série, mais si c'est le vertige d'une série, et si vertige, lui, est déjà une forme de victoire pour celui qui la provoque au bout de quelques semaines. Si n'est plus seulement l'immeuble qui a changé, c'est la façon de vivre à l'intérieur des autres. Une affaire comme celle-là ne reste jamais à l'extérieur, elle rentre dans les appartements. S'assoit au bord des lits, se glisse dans les phrases du soir. On appelle place un enfant pour dîner avec le même ton. On ne dit place tout des sens acquittés du pain comme avant. Et surtout, il y a ces phénomènes insidieux. Presque en tout, chacun commence à se demander si la menace n'était pas plus proche qu'on ne l'a cru. Si elle n'a pas déjà été croisée, peut-être même saluée. Comme on salue un voisin dans le hall, dans la tête des proches. La recherche devient une obsession intime. Dans la tête des enquêteuses, elle devient un problème de structure. Un puzzle qui refuse de s'emboîter, mais dont ils sentent qu'il n'est pas fait d'une seule pièce. La famille de la victime est aspirée dans un thème qui n'appartient plus au monde normal. Il y a des journées d'auditions où l'on répète les mêmes détails jusqu'à ne plus savoir si on les avait ou racontés. Comme si l'on pouvait, et force de les rejouer. De tirer le film et de sortir quelqu'un du cadre, il y a aussi cette douleur qui n'est pas seulement de perdre. Mais de se demander comment on a pu laisser arriver si genre de question n'a pas de réponse.
Pourtant, elle les réclame un coupable secondaire, une porte qui ferme mal, une lumière en panne, une règle de prudence qu'on n'avait jamais eu besoin de formuler. La violence, là, ne s'arrête pas au crime. Elle transforme la maison en salle d'interrogatoire permanente. Et à mesure que l'on s'épuise ainsi, dans l'intime, l'enquête, elle, prend une direction plus dérangeante encore, parce qu'elle oblige à regarder non pas seulement qui aurait pu faire que, mais comment quelqu'un a pu faire que, et cette nuance compte. Qui cherche un visage, comme on cherche une méthode. Une méthode, que veut dire un cerveau qui planifie, qui anticipe, qui sait se déplacer dans les failles. Et plus les policiers reviennent sur la scène, plus ils comprennent que l'auteur a profité d'un mécanisme humain plus puissant que la force. L'obéissance, on a beau se dire qu'on ne suivra jamais un inconnu. Il suffit parfois d'une tonation, d'un vocabulaire précis, d'un geste d'autorité, pour que le corps obéisse avant que l'esprit proteste. Cette vérité est odieuse parce qu'elle est banale. On obéit tous les jours, sans y penser très tôt. Au fil des recoupements, les enquêteurs s'intéressent à des faits qui, au départ, semblent séparés, comme des îlots lointains. Des agressions, des plaintes, des récits de jeunes filles abordées dans la rue par un homme qui sait parler, qui a l'air de savoir, qui trouve un prétexte, une enquête, une urgence, un motif rationnel. Des années plus tard, la reconstitution médiatique de l'affaire et les éléments d'enquête rendus publics insisteront sur cette mécanique. L'usage d'une carte professionnelle, des menottes, d'un jargon, comme autant de clés pour ouvrir une porte sans la forcer France Televisions. Dossier de presse insoupçonnable, 2024, Sky News. 1 octobre 2021, mais à l'époque. Si n'est pas encore une certitude, c'est une inquiétude. Une inquiétude qui se glisse dans un mode qu'on n'ose pas prononcer trop fort dans les couloirs, et s'il était l'un des leurs. Cette hypothèse n'est pas un fantasme, elle n'est parce que certaines victimes survivantes, dans les faits attribués plus tard au grêle, décriront un homme capable d'imiter parfaitement une posture policière. Jusqu'à se présenter comme policier ou gendarme et à utiliser des accessoires professionnels France Televisions. Dossier de presse insoupçonnable. 2024, Le Monde, 24 septembre 2024. Or, imitation parfaite, c'est déjà une forme d'appartenance. Même si le homme n'est pas policier, il n'a compris la grammaire. Il sait comment les autres se comportent face à l'uniforme, même quand l'uniforme n'est pas là. Il sait que les gens veulent croire. Ils veulent croire que l'autorité est du côté du bien. Parce que sinon tout devient instable dans les foyers. Pendant 6 temps, une autre guerre se joue. Les familles du quartier n'ont pas tous des mots pour ce qu'elles ressentent, alors elles fabriquent des rituels. On accompagne plus loin, on appelle plus souvent. On surveille sans en avoir l'air, les enfants. Ils sentent tout. Ils comprennent qu'un danger existe, même si on le cache derrière des conseils vagues. Et si danger, parce qu'on ne peut pas le nommer, devient gigantesque. Il devient le monsieur. Un homme, quelqu'un. L'enfant n'a pas de portrait robot dans la tête, il a une présence. Et c'est ainsi que la peur se transmet, passe par l'information. Par l'atmosphère, du côté des enquêteurs. Il faut pourtant avancer, et pour avancer, il faut accepter une chose qui brise le cœur de ceux qui aiment les histoires nettes au début. Ne s'alignent pas, ils se contredisent. Ils se moquent des belles logiques, un témoin dit une chose. Un autre dit l'inverse. Et l'auteur, lui, profite de ce chaos. Il peut être pas à côté d'un voisin, et si voisin. Des semaines plus tard, ne sait pas si c'était bien ce matin-là.
Il peut avoir parlé à quelqu'un, et cette personne ne se souvient que du ton. Pas de visage. C'est cela que le surnom le grêle devient à la fois utile et dangereux. Utile parce qu'il permet de fixer un suspect abstrait. Dangereux parce qu'il peut faire croire qu'on tient déjà une identité. Alors qu'on ne tient qu'une description partielle en détail de peau. Des années plus tard, quand on saura que l'homme s'appelait François Verov, on mesurera à quel point un simple surnom a pu masquer une réalité beaucoup plus ordinaire et donc beaucoup plus effrayante. Un homme qui travaille, qui a une famille, qui traverse la vie sans alerter son entourage. BBC News. 1 Octobre 2021, Le Monde, 24 septembre 2024. Dans la chronologie connue aujourd'hui, l'année suivante, 1987, marque un tournant dans la compréhension de ce qui se joue. Parce qu'il ne s'agit plus d'un crime isolé dans un immeuble, d'autres faits graves. Attribués plus tard au même homme, surgissent et déplaçant l'affaire vers une dimension plus vaste. Notamment, le meurtre de 2 adultes à Paris en 1987. Gilles Politi et Irmgard Müller, qui seront relais plus tard au mime et dient dans les récits contemporains de l'identification BBC News. 1 October 2021, Sky News, 1 October 2021. Si déplacement est essentiel narrativement, il montre que l'auteur n'est pas figé dans une seule cible. Un seul lieu, une seule impulsion. Il circule, il change. Il adapte ses scénarios, et cette adaptabilité est une signature plus fiable que n'importe quel détail physique. Pour les enquêteurs, cette multiplication de faits possibles a un effet paradoxal. D'un côté, elle offre des points d'accroche. Plus il y a des signes, plus il y a des traces. Plus il y a des témoins, plus il y a des chances de saisir quelque chose. De l'autre, elle dilue. Elle agrandit le terrain de chasse. Elle oblige à relire des points qui ne veulent pas se relier. Et elle ouvre une question vertigineuse si l'auteur a commis plusieurs actes. Combien d'autres n'ont pas été repérés? Combien de plantes ont dormi? Combien de récits ont été dérangés parce qu'ils semblaient trop flous, trop honteux? Trop petits face aux crimes les plus visibles dans l'intime. Cette question est encore plus destructrice parce qu'elle ne concerne pas seulement la police. Elle concerne le voisinage, la ville. La paix, elle concerne cette sensation obscure que la société n'a pas su écouter certains signaux faibles. Qu'elle a laissé des victimes survivantes porter sur leur histoire. Qu'elle a parfois regarde ailleurs parce que c'était trop dérangeant de regarder en face. Le Monde, en revenant sur l'affaire et sur la mini-série insoupçonnable. Parler précisément de C.S. Engels morts, les limites des enquêtes successives, les faiblesses d'une époque, le poids du traumatisme et le désespoir des familles Le Monde. 24 septembre 2024, et c'est l'un des sous-textes les plus durs de cette histoire. Il n'est pas seulement un homme qui a commis des crimes, c'est un contexte qui a parfois permis qu'ils restent sans nom. Cette idée d'un contexte favorable à l'anonymat, elle se matérialise dans un autre élément qui, lui, traverse l'affaire comme un fil de fer. Le temps rend les gens moins sûrs de ce qu'ils ont vu. Il rend les souvenirs plus malléables. Il rend les dossiers plus lourds. Et surtout, les récits de l'identification en 2021 insistent sur le contraste entre le homme recherché et le homme vécu par les autres. Un collègue, un voisin. Un mari, quelqu'un de normal BBC News. 1 October 2021, Sky News, 1 October 2021. Dans certaines reprises de presse, on rappellera même qu'il avait été une vie publique banale. Jusqu'à apparaître à la télévision sur un jeu, comme si l'ordinaire lui servait de camouflage parfait de Times. 13 mars 2024, si dit-elle esclacante. Parce qu'il dit ce que le surnom le grêle ne dit pas, le monstre ne vit pas faussement dans la marge.
Il peut vivre dans la norme, et pour les enquêteurs. Cet homme devient suspect, non pas parce qu'ils se mettent à suspecter tout le monde, mais parce qu'ils comprennent qu'ils doivent suspecter si qu'ils respectent d'habitude, si l'auteur utilise l'autorité comme une arme. Alors l'autorité doit être interrogée si l'auteur connaît les procédures. Alors les procédures peuvent être retournées et cela crée une tension interne terrible. Comment enquêter sur quelqu'un qui pourrait penser comme vous, agir comme vous. Comprendre vos réflexes, anticiper vos questions. Cette tension, elle n'est pas seulement policière. Elle est morale, parce que la police est une promesse de protection. Si la promesse est infiltrée, même par un seul homme, la peur change de forme. Elle devient une méfiance. Une fissure dans les contrats sociaux. C'est à ce moment là que l'affaire cesse d'être seulement un dossier criminel et devient un récit sur le contrôle. Le contrôle du corps des victimes, évidemment, mais aussi le contrôle des perceptions, le contrôle de l'environnement, le contrôle du récit, un auteur qui laisse peu de traces visibles, qui se déplace avec assurance, qui se impose l'obéissance. Contrôle non seulement à ses actes, mais la manière dont ils se rendent compte ensuite. Il oblige la société à parler de lui à travers un surnom, un trait de peau, un portrait de robot. Il oblige les familles à vivre dans une histoire sans visage. Il oblige les enquêteurs à construire une silhouette à partir d'une absence, plus tardive. Quand la vérité éclatera en 2021, elle aura une cruauté supplémentaire. Elle ne viendra pas d'un interrogatoire, ni d'un procès, ni d'un face-à-face où l'on pourrait entendre une voix, voir une réaction. Mesurer une humanité tordue, elle viendra d'une lettre et d'un corps retrouvé après un suicide, et d'une correspondance établie juste après France Televisions, dossier de presse insoupçonnable. 2024, Sky News, 1 octobre 2021. Cela signifie qu'au moment où l'on tient enfin le nom, l'homme n'est déjà plus là pour répondre. Et cette absence-là n'est pas la même que celle de 1986, mais elle porte la même sensation de vide. Un vide qui empêche la réparation symbolique, un vide qui laisse des phrases en suspens pour toujours. Dans cette partie du récit, il faut donc descendre dans ce qui fait le carburant noir de l'affaire. La W passe encore au sens où l'on s'écrit. Mais au sens où l'on s'en commente, comment un homme peut être assez patient pour mener une existence ordinaire tout importante en lui une violence prête à surgir. Comment il peut compartimenter, comment il peut serrer une manette. Dans le même monde, commettre l'irréparable? Sa lettre, telle qu'elle est rapportée dans les récits autour de 2021. Évoque des impulsions, une sorte de mécanisme intérieur qu'il prétend avoir su contenir après avoir fondé une famille BBC News. 1 octobre 2021. Cette idée est terrifiante précisément parce qu'elle sonne comme une rationalisation. Comme si le mal pouvait être rangé dans un tiroir, comme si la normalité était un bouton off. Et cela oblige à une conclusion émotionnellement brutale. L'entourage peut ne rien voir. Non parce qu'il est complice, mais parce que l'auteur a fait de son quotidien un masque hermétique. Ainsi, pendant que les enquêteurs cherchent une méthode, les familles, elles, apprennent une autre vérité dans les affaires de C-type. La violence ne vise pas seulement une personne, elle vise les liens. Elle attaque la confiance entre voisins, la confiance dans les couloirs. La confiance dans les silhouettes qui traversent la rue, elle pousse chacun à regarder l'autre comme une énigme possible. Et c'est là que l'affaire devient provocatrice, au sein les plus inconfortables. Elle les oblige à reconnaître que ce que l'on appelle sécurité est souvent une impression collective, fragile. Construite sur des habitudes, l'auteur, lui, a compris ces habitudes. Et il laisse utiliser comme des outils. La troisième partie doit se refermer sur cette sensation.
L'affaire s'éloigne de l'idée d'un crime unique et s'approche d'Haussmann, de l'idée d'un parcours, un parcours fait de prises, des tests, de retours, d'une confiance sociale manipulée. L'enquête commence à s'ouvrir comme une carte trop grande pour la table, avec des points qui apparaissent, des dates qui se répondent, des méthodes qui reviennent. Et dans cette carte, au milieu, il n'y a pas encore un visage. Il y a un principe, celui d'un homme capable de se glisser dans la normalité, de trouver l'endroit exact où l'on baisse la garde et d'y appuyer. Toujours au même endroit, jusqu'à ce que la vie bascule. Puis, quand on croit l'avoir comprise, il se déplace, elle change de décor. Il laisse derrière lui le même silence, la même question. La même sensation d'avoir été trompé par quelque chose d'aussi simple qu'un tournesol d'une apparence légitime. On croit toujours qu'une enquête avance comme une flèche. Un indice, un suspect. Une arrestation, une vérité. En réalité, dans ce type d'affaires, l'enquête avance comme on avance dans un couloir en fond. On distingue des formes. On pense reconnaître une porte, puis on se cogne à un mot qu'on n'avait pas vu. On ne perd pas seulement du temps, on perd de la confiance. Pas la confiance spectaculaire, celle qu'on affiche aux caméras. Mais la confiance intime de l'enquêteur qui, le soir, refait la journée dans sa tête et se demande si la vérité a glissé entre ses doigts à cause d'un détail mal vu, d'une phrase mal posée, d'un scale mal orienté, d'un témoin qu'on n'a pas rappelé à temps. Dans l'affaire du grêle, cette sensation devient une campagne durable. L'impression qu'on tourne autour d'un homme qui sait se déplacer exactement là où l'on ne regarde pas. Les semaines se transforment en mois, puis les mois en années, et le dossier s'épaissit comme une poussière. Il y a des auditions, des centaines de pages, des adresses notices à la hâte, des plans de courtiers griffonnes, des pistes qu'on a cru secondaires et qui, plus tardy. Paraîtront centrales, et toutes celles s'empilent dans un équilibre fragile. La moindre erreur administrative, le moindre oubli, peut devenir une faille, non pas parce que l'enquête est mauvaise, mais parce que l'ennemi n'est pas seulement un criminel. C'est le temps. Le temps efface les détails. Le temps fatigue les témoins. Le temps rend les souvenirs malléables. Et surtout, le temps offre au coupable l'avantage le plus immoral, la possibilité de devenir quelqu'un d'autre sans bouger de la même ville. À mesure que l'affaire grandit dans les bureaux, elle grandit aussi dans les esprits, les policiers commencent à comprendre qu'ils n'ont peut-être pas affaire à un acte isolé, mais à une logique. Et quand on pense logique, on commence à chercher des répétitions, pas seulement des répétitions de lieu, mais des répétitions de gestes, une manière d'approcher, une manière d'imposer, une manière d'utiliser la normalité comme un camouflage. Dans les récits ultérieurs, notamment ceux qui reviennent sur l'identification de François Verove en 2021, on retrouvera cette idée comme un fil directeur. L'homme attribué au grêle aurait utilisé, à plusieurs reprises, la posture et les codes de l'autorité pour obtenir de la docilité BBC News. 1 October 2021, RTS, 1 October 2021, Le Monde. 24 septembre 2024, mais à l'époque. Si n'est pas une conclusion, c'est une hypothèse corrosive? Parce qu'elle change tout. Si l'auteur ressemble à un représentant de l'ordre, il ne se cache pas seulement dans l'ombre, il se cache dans la lumière. Dans une enquête classique, on cherchait des gens hors normés, des marginaux, des violences connus, des profils déjà signalés, ICIA. Cette méthode menace de se retourner contre l'enquête elle-même, car si l'homme est capable de s'effondrer, alors le suspect n'a pas besoin d'être spectaculaire, il peut être banal, poli, stable. Et c'est précisément ce qui provoque les plus grandes fausses pistes. La police,
La société, les médias cherchent instinctivement une figure inquiétante. Alors que l'inquiétante dans ces dossiers, c'est la banalité, plus tard. Quand on apprendra que le suspect identifié était un ancien gendarme devenu policier, le vertige viendra aussi de là. Tout ce que l'on croyait réparable ne l'était pas BC News. 1 Octobre 2021. Pendant ces temps, les familles, elles vivant dans une autre temporalité. Plus cruelle encore, elles connaissent les anniversaires, les fêtes qui reviennent, les saisons qui recommencent. Elles connaissent les journées où l'on espérait sans raison, et celles où l'on espérait plus sans le dire. Il y a des moments où une rumeur, un appel, une information flow suffit à rallumer une douleur ancienne comme si elle était nouvelle, et il y a cette humiliation silencieuse qui s'ajoute au chagrin, l'impression d'être prisonnier d'un dossier qui n'avance pas, d'être un homme dans une armoire, d'être une tragédie dans une pile. C'est ce que décrivent souvent les familles dans les récits d'affaires non résolues, une vie suspendue dans une pièce où l'on n'entre plus, mais dont on garde la clé au fond de la poche. C'est cela qui l'inquiète? Progressivement, change de nature. Elle cesse d'être seulement une chasse de terrain et devient aussi une chasse de laboratoire, une chasse de preuves muettes. Une chasse où l'on espère que les traces, elles, n'ont pas oublié les problèmes. C'est ce que la science, dans ces années-là, évolue plus vite que la justice. Les prélèvements existants. Des analyses sont possibles, mais les outils de comparaison à grande échelle ne sont pas encore, si qu'ils deviendront plus tard. La France construira progressivement ces dispositifs de fichiers génétiques dans les années 1990, puis le FNAG, créé à la fin des années 1990 et élargi ensuite, deviendra un élément majeur des enquêtes criminelles. Si cadre, aujourd'hui évident, ne l'était pas à l'époque et dans le dossier du grêle. Cela produit un sentiment atroce, la vérité biologique peut exister. Sans que l'on puisse lui donner un nom rapidement. Le Monde. 24 September 2024, RTS. 1 October 2021. Dans les commissariats, les rapprochements se font parfois comme on récolte des morceaux de verre. Au prix des coupures, on dit-elle revient. Une description, un ton. Une manière d'aborder des affaires différentes commencent à se regarder du coin de l'œil. Et à ce moment-là, une tentation apparaît. Presque involontaire, vouloir tout relier. Dans les grandes séries criminelles, le danger. C'est la théorie totale. On voit que tout s'explique par un seul homme. Parce que l'idée qu'il y en ait plusieurs est encore plus insupportable. Les enquêteurs doivent donc faire un travail paradoxal. Chercher des liens, tout en résistant à l'imagination. Chercher des répétitions, tout en acceptant que des similitudes puissent être des illusions. C'est un exercice de discipline mentale, et cette discipline s'érode avec la fatigue. L'affaire du grêle, telle qu'elle sera racontée plus tard, comportera précisément cette attention, pendant long temps. Un ADN attribué à un auteur inconnu permet de relier plusieurs crimes et agressions, mais si l'ien ne suffit pas à produire une arrestation, il y a la preuve, et il manque la personne. Si manque est le cours du vertige, parce que l'adne. C'est comme une empreinte dans le temps, c'est une signature qui ne parle pas. Elle dit même home, mais elle ne dit pas qui. Et tant que le qui manque, l'auteur reste un fantôme vivant. BBC News, 1 October 2021, RTS. 1 October 2021, au fil de cette traque. Une question devient inévitable. Si l'auteur a réellement utilisé l'apparence de l'autorité, alors il a peut-être compris la police mieux que la police ne le comprend lui. Il sait comment on interroge. Il sait si quoi chercher. Il sait comment un témoin se souvient. Il sait que l'on fait confiance à certains mots, contrôle,
Enquête, verification. Vous inquiétez pas, s'ils sont des mots qui apaisent. Et dans cette affaire, s'ils sont des mots qui peuvent tuer. Cette idée, même si elle n'est pas formulée officiellement au départ, agit comme un poison dans l'enquête, parce qu'elle oblige à regarder les institutions avec une prudence nouvelle. Elle oblige à considérer des hypothèses qu'on repousse naturellement par l'oyote. Par réflexe, pas besoin de croire que l'ordre ne peut pas être le masque du chaos. Plus le dossier s'ouvre, plus il révèle un autre élément terrifiant. L'auteur ne semble pas agir au hasard, mais il ne suit pas non plus un schéma simple. Il change, il s'adapte. Il peut passer d'une approche à une autre, d'un lieu à un autre, d'une victime à une autre. C'est ce qui rend une traque aussi difficile. Un prédateur adaptable est un prédateur qui apprend, et s'il apprend, cela veut dire qu'il a déjà eu l'occasion de tester, d'observer les réactions, d'améliorer sa manière de disparaître dans les récits postérieurs. On insistera sur le fait que les faits attribués au grêle couvrent plusieurs années et plusieurs scènes, ce qui renforce l'idée d'un parcours criminel plutôt que d'un acte isolé. BBC News, 1 October 2021. Sky News. 1 October 2021. Une enquête de cette taille se heurte aussi à une réalité rarement racontée clairement. Le changement de génération policière, les enquêteurs ne restent pas éternellement sur le même dossier. Les services bougeant, les responsabilités tournant. Les techniques évoluant, et dans cette rotation, le dossier peut perdre quelque chose d'invisible, l'intuition de ceux qui étaient là au début. On peut tout écrire, mais on ne peut pas tout transmettre. Il y a des impressions, des hesitations, des je n'aime pas si dit-elle qui ne rentrent pas bien dans un processus verbal. Et pourtant, c'est parfois ces impressions qui orientent une enquête dans les heures cruciales avec les années. Si ces impressions s'évaporent, remplacées par des relectures, des syntheses, des tableaux, des classifications, on gagne en rigueur, mais on peut perdre en chaleur, et parfois. Cette chaleur est ce qui permet de sentir la vérité avant de la prouver. Le dossier du grêle devient ainsi un dossier qui résiste. Il résiste aux méthodes classiques. Il résiste aux pressions. Il résiste même aux progrès, pendant en temps. Parce que le progrès ne suffit pas si les suspects ne se trouvent pas là où les fichiers regardent. Là-dedans peut être un filet. Mais un filet ne sert à rien si le poisson ne passe jamais dedans, est l'un des aspects les plus claquants de cette histoire. Raconté après l'identification, c'est justement que les hommes attribuent au grêle la peau. Durant des années, se tenir à proximité des institutions, au point d'être lui-même un professionnel de la sécurité, ce qui lui donnait potentiellement une longueur d'avance symbolique. RTS, 1 October 2021. Le Monde. 24 septembre 2024, dans les années 1990 et 2000, l'affaire se refroidit publiquement, mais pas dans la mémoire policière. Elle devient ce que l'on appelle un cold case, un dossier qui doit sans dormir. Il est là, prêt d'être révélé par une nouvelle information, une nouvelle technologie, une nouvelle décision judiciaire. Et c'est là que l'on comprend une chose fondamentale dans les affaires longues. Elles ne progressent pas forcément grâce à un grand moment, mais grâce à une série de petits gestes obstinés, un scale qu'on ressort, un prélèvement qu'on réanalyse, une comparaison qu'on relance, un témoin qu'on retrouve, un ancien suspect qu'on revérifie. L'enquête devient moins spectaculaire mais plus tenace, comme une dent qui continue de faire mal. Même quand on s'habitue à la douleur. Pourtant, cette obstination se heurte à un autre mot, l'absence de confrontation. Tant que l'auteur n'est pas identifié, il n'y a pas de procès. Pas de signe de vérité, pas de moment où l'on entend la voix de celui qui a commis.
Et sans procès, la société reste dans un récit incomplet. Les familles restent dans une question ouverte. La police reste dans un travail sans conclusion. Si manque fabrique une frustration collective qui se transforme parfois en colère. Colère contre l'institution. Colère contre la lenteur. Colère contre le hasard. Colère aussi contre soi-même. C'est qui est la forme la plus dangereuse de colère. Celle qui ronge de l'intérieur à mesure que le temps passe. Une nouvelle génération de journalistes, de documentaristes, de chroniqueurs de faits divers se saisit de l'affaire, non pas seulement pour raconter des crimes, mais pour raconter une énigme, parce que l'énigme, dans une société saturée d'images, est une aimante puissante. Mais cette attention médiatique, un double tranchant, elle peut relancer des appels à témoins. Appeler des détails oubliés, remettre le dossier dans la lumière, elle peut aussi simplifier. Transformer une histoire complexe en légende noire, où le surnom remplace l'analyse. L'affaire du grêle est particulièrement vulnérable à ces phénomènes parce que son surnom est déjà une narration. Il fait croire que l'on sait, il fait croire qu'on a un personnage. Alors qu'en réalité, pendant des décennies, on n'a qu'une empreinte dans le temps et une silhouette dans la mémoire, le monde. 24 septembre 2024. Et puis arrive ce moment où l'enquête, au lieu de chercher la trace du suspect dans le monde, décide de chercher le suspect à partir de la trace. Si renversement est crucial, on cesse de courir derrière une présence fuyante. Et l'on se met à utiliser le fait le plus stable de l'affaire, l'ADN. Les récits sur la résolution tardive et insistante sur une stratégie relancée en 2021. Des convocations, des auditions, une volonté judiciaire de confronter enfin des profils potentiels. Normalement dans des cercles professionnels cohérents avec l'hypothèse d'un auteur capable d'imiter ou de posséder l'autorité, cette stratégie ne tient pas du miracle. Elle tient de la méthode froide et de la patience. RTS 1 October 2021. BBC News. 1 October 2021. Et c'est là que l'histoire devient presque insupportable à raconter. Parce qu'elle prend la forme d'une ironie tragique. On imagine souvent la résolution comme un moment de justice. Un face-à-face. These questions. Des réponses. Un verdict. ICI, la résolution. Tel et quel sera rapporté arrive par une fuite ultime. Le homme pressenti comprend qu'on vient vers lui. Il choisit de se soustraire à la confrontation en se donnant la mort. Son corps est retrouvé au Gros du Roi en septembre 2021 et l'analyse génétique établit la correspondance avec l'ADN attribué au grêle. Il laisse une lettre dans laquelle il se présente comme un criminel. Le nom tombé enfin. François Verove, ancien gendarme devenu policier. BBC News, 1 October 2021, Al Jazeera. 1 October 2021, RTS, 1 October 2021. Mais dans le fil du récit, ainsi stade de la partie 4. Il ne s'agit pas encore de clôture, il s'agit de sentir que ces renversements provoquent un amont. Une enquête qui à long terme c'était une marche dans le brouillard commence à ressembler à un piège posé dans le temps, et ce piège, quand il se referme, ne donne pas la satisfaction attendue. Il donne une vérité technique, froide, définitive, mais il ne donne pas le moment humain où l'on peut regarder l'auteur dans les yeux et lui dire voilà ce que tu as fait. Il ne donne pas non plus la possibilité de comprendre pleinement ces mécanismes, parce qu'une lettre n'est pas une confession vivante, et qu'un mot ne répond pas aux contradictions, si que l'affaire offre. À la fin, c'est une certitude sans dialogue. C'est là que la dimension émotionnelle devient la plus violente, et paradoxalement la plus silencieuse. Beaucoup de familles dont les affaires résolues tardivement. Décrivant si choc particulier, on attend la vérité pendant des décennies. Et quand elle arrive trop tard pour ressembler à une réparation.
Elle ressemblait plutôt à un couvercle qui se ferme sur un vide. On a eu un nom. Mais on n'a pas la scène du procès. On a eu un dossier refermé administrativement. Mais on n'a pas l'instant où la société reconnaît officiellement la souffrance, où l'on entend une peine. Où l'on entend une explication. L'affaire du grêle. Tel quel est raconté après 2021, porte précisément cette frustration. L'identification a lieu, mais le homines plus la pour être juge. Le Monde, 24 septembre 2024, BBC News. 1 octobre 2021. Et cela ramène l'histoire à son point le plus dérangeant. La normalité comme un masque, parce que si l'on accepte l'idée que François Verove a pu vivre des années sans être identifié, alors il faut accepter aussi une vérité qui donne le vertige, des gains on peut le côtoyer. Travailler avec lui, rire avec lui. Sans rien voir, et c'est rien voir n'est pas faussement une faute. C'est parfois simplement la preuve que certains savent se compartimenter, savant jouer un rôle au point de devenir héros. Dans certains récits de presse, on souligne qu'il avait fondé une famille. Et qu'il aurait écrit avoir cessé après qu'elle, comme s'il s'agissait d'un interrupteur moral. Cette manière de se raconter est elle-même un choc. Elle tente de donner une forme de rationalité à l'irréparable. BBC News, 1 octobre 2021. C'est précisément si choc que la partie effort doit faire monter. On est en train de comprendre que l'auteur ne cesse pas sous les mains cachées de la police. Il se cache dans la société. Il utilise les réflexes sociaux comme des rideaux. Il a profité du fait que l'on ne soupçonne pas ceux qui incarnent la stabilité, et plus l'enquête se rapproche de ce cercle. Plus elle devient dangereuse psychologiquement, parce qu'elle menace de contaminer la confiance collective. Une société a besoin de croire que certains rôles protègent. Quand on découvre que ces rôles peuvent être des masques, si n'est pas seulement une affaire criminelle, c'est un tremblement. Alors l'enquête, dans sa phase la plus mature, ressemble à une lutte entre deux forces lentes. D'un côté, la lenteur du criminel, sa patience, sa capacité à s'effondrer, à attendre, à laisser refroidir le monde. De l'autre, la lenteur de la justice, son besoin de preuves, sa prudence, sa méthode, est au milieu une douleur qui n'a pas de vitesse. Celle des proches qui avancent chaque jour avec une absence qui doivent, malgré tout, continuer à vivre. La partie fort n'a pas besoin de crier pour être dramatique. Elle n'a qu'à montrer cette lenteur-là. Cette lutte lente, cette manière qu'a le temps de devenir un acteur du crime, est au moment où l'on croit que la lenteur est une forme de défaite. On comprend qu'elle peut aussi être une armée. Parce que la preuve, elle est. Et attendue, elle s'est laissée enfermer dans des scales, dans des fichiers, dans des procédures. Elle n'a pas oublié, et quand la justice décide enfin de changer d'angle, de chercher les suspects à partir de la trace, si n'est plus une course dans la rue. C'est une chasse dans une liste de noms, une chasse administrative. Presque sans visage, c'est une chasse qui ne ressemble pas à un film. Et c'est pour cela qu'elle fait peur, parce qu'elle montre que la vérité, parfois, n'arrive pas comme un éclair. Elle arrive comme une enveloppe. La partie forte doit s'achever sur cette sensation de bascule intérieure. Avant même que le récit n'ose prononcer le nom, on sent que l'enquête touche à quelque chose de sensible, quelque chose de proche, quelque chose qui, une fois révélé, ne pourra plus être remise dans la boîte. On sent que l'affaire ne va pas seulement identifier un homme, elle va révéler un mécanisme social, et la question qui s'installe. L'ode, presque honteuse. Est celle-ci, si cet homme a pu être si longtemps normal? Si longtemps au milieu des autres, si longtemps du côté de ceux qui protègent. Alors combien de fois la société l'a-t-elle aidé sans le savoir, simplement en lui accordant la confiance automatique qu'elle accorde à ceux qui ont l'air légitimes?
Et à partir de là, la peur change encore de forme. Elle n'est pas seulement la peur d'un inconnu dans son hall, elle devient la peur de s'être trompé sur ce que l'on appelle au quotidien le visage de la sécurité. Au commissariat, quand on annonce à Marc un homme a tenté d'approcher l'étage de Léo, Marc s'y met à sangloter, un vrai sanglot. Animal, je vous l'avais dit. Il répétait, je vous l'avais dit. Et puis il ajoute, dans un soufflet. Il ne laisse pas partir cette phrase. Encore, ce n'est comme une description d'emprise plus que comme une description de violence. Ne pas laisser partir, comme si Léo était un objet. Une propriété, un trophée. L'enquêteur retourne dans la salle d'interrogatoire. Il met devant Marc une photo d'un bouquet écrasé. Puis une capture caméra du couloir, une silhouette avec capuche. C'est lui, Marc regarde. Et sa peau blanchie, il secoue la tête frénétiquement. Je sais pas, je l'ai jamais vu, il ajoute. Mais ça lui ressemble, car ressemble à quoi? Marc avale, à la façon qu'il a de marcher. À la façon qu'il ne panique pas, l'enquêteur se fige. La façon de marcher, encore. Comme une signature, il pense à la silhouette sous le lampadaire. Il pense à la silhouette portante. Il pense à l'homme dans les couloirs de l'hôpital, qui n'avait pas l'air surpris d'être face à la police. L'enquêteur sent le portrait s'est formé. Quelqu'un qui a aimé être proche du danger, qui a aimé tester les limites, qui se nourrit du contrôle. Pendency temps. La mère dans la nouvelle chambre. Recueille un message sur son téléphone, numéro masque. Un seul mot, chat. Son sang se glace. Elle montre le message à l'agent. L'agent le transmet. L'enquêteur requiert la capture. Son coureur se serre. Coach ne cherche même pas à cacher sa présence. Il cherche à la marquer. Il veut que la mère sache qu'il peut atteindre. Il veut qu'elle se sente impuissante. C'est une technique d'emprise. L'omniprésence fabriquée, l'enquêteur comprend que l'auteur utilise la peur comme un système. Il ne suffit pas de le stopper physiquement. Il faut casser le système. Alors il fait ce que font les enquêteurs quand ils n'ont plus le luxe d'être purement réactifs. Ils créent un piège. Pas un piège spectaculaire. Pas une opération qui mettrait Léo en danger. Un piège d'information. Ils décident de faire circuler volontairement une fausse donnée dans un cercle contrôle. À l'annonce à quelques personnes, sous couvert de logistique hospitalière, que Léo pourrait être transféré le lendemain dans une autre structure, à une autre heure. Il sait que la rumeur, même petite, se propage. Il sait que quelqu'un, dans l'entourage, transmet. Le but n'est pas de tromper la ville. Le but est de voir qui réagit. La fausse information est donnée à la sœur du père, au père lui-même, à Marc sous forme indirecte, et à une infirmière de confiance. On surveille ensuite les appels, les mouvements, les connections, le bornage du téléphone prépayé. S'il se rallume, sera une réponse. C'est cynique, mais l'enquêteur n'a plus le choix. Coach a déjà joué dans leur maison, dans leur rue, dans leur hôpital, maintenant. C'est à lui de jouer dans l'espace mental de coach le lendemain matin. Et 08H22, le téléphone prépare à se rallumer. Une pointe apparaît près de l'hôpital, puis une autre près de la sortie d'autoroute. Puis une autre près du terrain de basket, exactement là où Léo avait dessiné un cercle. L'enquêteur fixe la carte comme si elle le regardait en retour. Coach regarde. Coach écoute. Coach verified. Et coach a pu être encore un plan. La police envoie une équipe au terrain de basket. Sans uniformes visibles, juste des silhouettes qui traînent. Des parents qui attendent, des promeneuses qui passent.
À 09H11, une berline sombre s'arrête au bout de la rue. L'homme au volant reste dedans. Il ne sort pas. Il observe. 1 minute. 2, il met le clignotant. Repart. CE movement. CE simple movement. Fait exploser quelque chose dans la poitrine de l'enquêteur. L'auteur n'est pas en fuite. Il est en contrôle. Il se permet de venir regarder, comme si le monde était assassin. Ensuite, la berline à distance. Elle est passée par une zone commerciale. Puis prend un chemin secondaire, puis revient vers la ville. Elle s'arrête devant un petit immeuble. Un homme descend. Capuché, masque. Il entre. Les agents attendent. Ils n'entrent pas tout de suite. Ils violent confirme. Quelques minutes passent, puis l'homme ressort avec un sac. Il repart. L'équipe décide de l'intercepter. À l'intersection suivante, une voiture banale se place. Un autre bloc derrière, en sorte. On annonce. Police. Coupez le moteur. L'homme au volant ne panique pas. Il lève lentement les mains et se calme la esclacante. Parce qu'il ressemblait à une choix, on ouvre la portière. On le sort, on le plaque au sol. On enlève le masque et pendant une seconde. L'enquêteur a l'impression de recevoir un coup dans le ventre, si visage. Il l'a déjà vu, pas dans un fichier criminel. Dans un contexte banal, c'est un homme du quartier. Un homme qui a déjà croisé la mère de Léo au supermarché. Un homme qui a déjà souri aux voisins. Un homme qui a déjà dit bonjour au père, peut-être. Un homme qui n'a pas l'air d'un monstre dans la lumière. Il a l'air d'un employé. D'un père, d'un type quelconque. Et c'est précisément le choc. Le monstre n'est pas venu d'ailleurs. Il a poussé dans la même terre. On fouille le sac. On trouve des gants. On trouve un petit flacon de spray irritant, similaire à celui utilisé dans l'escalier de l'hôpital. On trouve une clé avec un anneau bleu. L'anneau bleu est à ce moment-là la ville, la maison. L'hôpital, tout se referme autour de cette simple couleur. On met l'homme en garde à vue, il ne lutte pas. Il demande juste, d'une voix calme. Vous avez bougé le petit. La question est posée comme on demande si une coulisse a été de place. L'enquêteur sent sa gorge se serrer, le suspect sourit. Un sourire sec. Je veux juste savoir s'il est toujours là. Dans la salle d'interrogatoire, l'homme donnait un nom. Passcoach, un nom administratif. Il dit qu'il travaille dans la logistique. Il dit qu'il n'a rien fait. Il dit qu'on se trompe. Il parlait comme un manuel. Mais quand on mentionne Leo, son regard change.